Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 4 août 2025, le podcast des champions d'Europe qui bute sur la première phrase, ça commence bien. On est de retour ce lundi, comme tous les lundis. On a un petit programme, mais on tenait quand même à le faire. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, deux thèmes au menu ce soir. On va faire évidemment un thème mercato, parce qu'il n'y a pas de match, il n'y a que du mercato, et il n'y a pas beaucoup de mercato. Donc on fera un petit point arrivée, un petit point départ. On va un peu balayer un peu toutes les rumeurs, les échos des derniers jours, tout ça. Ensuite, on a prévu une belle session de questions-réponses avec vous, puisque vous êtes là toutes les semaines, que vous participez tous au podcast. Alors là, je parle à ceux qui écoutent en direct, hein, pas ceux qui écoutent en replay. Mais donc les habitués du live, ça fait très plaisir de vous avoir. Et donc on fera une session de questions-réponses. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un podcast qui va durer 3 heures. Si ça dure à 1 heure et demie, ça devrait être le maximum. Mais il fallait qu'on le fasse. On est deux ce soir, donc normalement, d'habitude un peu plus, mais là, on va être que tous les deux. Et Daryl est avec moi. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Faut savoir que Daryl est avec moi en ayant vécu une journée compliquée dans les trains, on va dire. Donc, c'est un deck plus courageux. Tous les autres, ce n'est pas compliqué, ils sont en vacances. Voilà, il y en a un peu partout sur la planète. Donc, c'était assez compliqué, mais je pouvais pas ne pas faire de podcast 6 jours après la séance de dédicace, que je revois des pseudos que j'ai vus en vrai il y a 6 jours. Et je voulais vous en parler parce que, alors donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je dédicaçais dans un bar du 20e qui s'appelle Lou Pascalou mon livre Merci Paris qui résume, enfin qui revient plutôt sur tout le parcours européen du Paris Saint-Germain au cours de la saison écoulée. Et c'était la première séance de dédicace. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai pris une claque monumentale d'amour, de reconnaissance, de gentillesse, de tout. Le livre a bien marché, je vais venir après. Euh, Moi, je vais vous raconter finalement un peu ce qui s'est passé. En gros, je suis arrivé à 16h30 à Oulou Pascalou pour retrouver Antoine, qui est donc une des personnes qui gère le bar et qui nous a permis d'organiser ça. Bon, il a failli, pour info, ça a failli jamais avoir lieu parce qu'en ouvrant le bar, il a failli me découper le doigt. Donc ça, c'est un truc que vous ne saviez pas, mais il y a eu un petit miracle que mon doigt ne saute pas dans une des fenêtres en les ouvrant. Mais ça, c'est autre chose. À 17h, donc au moment où le bar ouvre, il y a une personne que je n'avais pas vue depuis 15 ans qui vient se faire dédicacer 2 livres. Et je lui signe avec plaisir. À 17h, je crois, 15, 20, Lucas, que vous avez pu lire sur le site, vous avez entendu sur les podcasts de jeunes, de Youstig il y a quelques temps, qui arrive aussi. Puis à 17h30, une première personne que pour le coup je ne connais pas arrive et dit ouais, c'est ici. Je fais ouais, est-ce que je peux faire signer un livre? Donc je m'installe à la table, vous voyez, avec le présentoir et tout ça. Et j'ai commencé à parler un peu avec lui et à signer un premier livre. Il faut savoir qu'officiellement ça a commencé à 19h. Et de 17h30 à minuit moins le quart, en fait, je n'ai pas bougé de la table et j'ai signé des livres à des personnes qui écoutent le podcast, qui lisent le site, qui ont acheté le livre, qui sont venus, mais de toute la planète. Et vous avez été d'une gentillesse, d'une patience vraiment inimaginable. Il y a des personnes qui ont attendu 2h30, je crois, même 2h45, il me semble, pour se faire dédicacer un livre qui était même pas pour lui. Il y en a deux qui sont venus ensemble, il y en a un qui est supporter Tottenham qui a attendu quelque chose comme 2 heures dans la queue avec son pote. Donc vous avez été franchement, d'une gentillesse euh, permanente et vraiment ultra patiente. Je voulais sincèrement vous remercier. Ça m'a énormément touché. Je suis rentré chez moi, je crois, 2 heures du matin au final. J'étais épuisé. Vraiment, je pensais pas que ça serait aussi fatigant, mais avec le sentiment que les gens qui écoutent le podcast l'apprécient énormément, les gens qui lisent le site l'apprécient aussi énormément. Merci pour les mots gentils, pour les rédacteurs, pour tous ceux qui participent au podcast, vraiment. Ça m'a énormément touché, donc je voulais vraiment vous remercier. J'ai passé 6 heures sans boire, sans manger, à signer des bouquins, mais j'ai passé un super moment quand même, tellement, enfin grâce à vous tout simplement quoi. On me dit, tu vois que tu peux faire la tournée des Fnac de France et d'outre-mer easy. Je ferai pas la tournée des Fnac de France et d'outre-mer easy, mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement, on refait une séance de dédicace le mardi 26 août, parce que je me suis arrangé avec Antoine au même endroit, au Lou Pascalou, dans le 20e. Donc je sais pas à quelle heure ça va débuter. En plus, c'est la soirée de réouverture du bar après leurs vacances, donc
Voilà. Mais en tout cas, non, je ferai pas d'outre-mer. Je suis désolé, je vous le dis tout de suite. En tout cas, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Mais vraiment, cette première soirée, Daryl était là. Monsieur Daryl est venu. Omar est passé pour ceux qui ont pu le rater, qui ont pu éventuellement le voir, mais il était avec madame et tout, donc il n'est pas pu rester. La star Titi était là exactement aussi. Donc il y a beaucoup de monde du podcast qui est passé, du forum et tout. Donc c'était vraiment super cool. Et voilà. Est-ce qu'il y aura encore des livres achetés? Ah ouais, non, vous inquiétez pas, je crois. Des livres, au dernier pointage qu'on a eu, on en avait euh, vendu 2000, mais c'était il y a 2 semaines et demie. Et depuis, par exemple, oui, Foutos était là, Fouzia était là, adorable Fouzia. Euh, Là, à la soirée, moi j'en avais commandé 100 à l'éditeur, les 100 sont partis. Avec le dernier, enfin, j'ai même pris de ma réserve personnelle pour celui qui arrive en retard à minuit et demi. Je vais raconter son histoire. Donc à 23h45, on a fini la séance de dédicace, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ceux qui restent, c'est que des potes à moi et tout ça. On a vendu tous les livres. Et à minuit et demi, il y a un type qui débarque en taxi qui fait c'est ici la soirée, la séance de dédicace. Ouais, mais j'ai tout vendu. Il me fait ah, c'est pas possible, j'étais un date, j'ai pas réussi à conclure. En plus, il y a plus de bouquins. Je fais bon, écoute, ton histoire me touche trop. Je vais prendre de ma réserve personnelle que j'avais pris dans un sac à dos à part. Trouve 20 balles et je te les dédicace, tes deux bouquins. Donc, nous avons fini à minuit et demi avec François, que j'embrasse, qui n'est pas François le photographe, hein, même si je crois que François le photographe a aussi dédicacé ses bouquins, qui avait donc pas totalement raté sa soirée, et qui a fini avec deux bouquins, et d'ailleurs qui a fini la soirée avec d'autres auditeurs du podcast à parler du PSG, de tout. Enfin, il nous a raconté un extraordinaire personnage. Et ça a été la dernière dédicace. Mais c'était pas Mauro Icardi. Mais c'était très très drôle. Il avait perdu son casque au date. Bref, une histoire extraordinaire. Je vous la raconte mal, mais il nous a beaucoup fait rire et il m'a beaucoup touché. Arrivé à minuit et demi pour une séance de dédicace. Mais voilà un peu. Et non, ça c'était le dernier des derniers. Mais avant les deux derniers, les deux dernières dédicaces ont été extraordinaires. La première a été pour Kylian Mbappé. Voilà, l'avant-dernière. Et la dernière a été pour Lionel Messi. Donc j'ai dû me retrouver à chercher en espagnol. Tu es parti, on a gagné. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Faut savoir que je ne parle pas espagnol couramment. La personne qui souhaitait faire dédicacer le livre pour Léo Messi non plus. Maintenant, il veut lui envoyer, donc je ne sais pas comment il va faire. Mais en tout cas, voilà un peu quelques-unes des anecdotes de cette grande séance de dédicace où j'en ai rencontré énormément du chat qui m'ont dit ouais, je suis un tel. Je fais bah oui, je sais très bien qui tu es. Je connais vos pseudos, tout ça, tout ça. Donc c'était juste quelques mots comme ça avant le début réel du podcast pour vous remercier. J'ai vu des personnes que je n'avais pas vues depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Des gens que j'étais avec moi en tribune, des gens que je voyais en déplacement. J'ai vu une personne qui, quand j'étais un jeune supporter du PSG, me permettait de rêver à distance, à savoir la personne, pour ceux qui ont connu le site PSG Vue de la Hache. C'était une personne qui était en tribune H du Parc des Princes, je ne sais plus si elle s'appelle encore comme ça, et qui faisait des photos d'Auteuil et de Boulogne au moment des tifos, des matchs et tout. Et à l'époque où les photographes de stade n'étaient pas du tout aussi développés qu'aujourd'hui, ça nous permettait pour ceux qui étaient au stade de voir un peu ce qui s'était passé, les tifos, tout ça, tout ça. Et donc j'ai rencontré cette personne qui me fait ouais, tu connaissais peut-être mon site? Bah oh oui, je le connaissais ton site. Il m'a fait des dizaines et des dizaines de fonds d'écran sur mes ordinateurs pendant des années. Et c'était un régal de rencontrer même des gens plus anonymes, enfin plus anonymes, des gens qui supportent le Paris Saint-Germain. Certains m'ont dit bah écoute, moi c'est grâce au podcast que j'ai toujours gardé ce lien parce que certaines fois j'étais pas loin de quitter le bateau. Donc vraiment toutes vos histoires m'ont beaucoup touché, toutes vos anecdotes, vos demandes, parce que j'ai des demandes des fois très simples, des fois très drôles. Vraiment, j'ai passé un super moment avec vous, alors que je vous le dis honnêtement, on a mis 19h, je pensais qu'à 21h30, 22h, c'était réglé et j'allais boire des pintes avec les potes comme il y a 20 ans. Bon, il s'avère que eux ont bu des pintes et moi je signais des livres, mais ça a été vraiment avec un immense plaisir. Donc du fond du cœur, merci pour tout. Je le redis, mais la patience que dont vous avez fait preuve, votre gentillesse, tous les mots gentils que vous avez eus pour les personnes du podcast, que ce soit Daryl était là, donc il a pu parler avec certains d'entre vous, mais pour Mathieu, même pour Amzienne ou Adrien qui étaient des tout premiers podcasts, Victor, pour ceux qui n'ont pas fait attention, en fait, Victor de Première Touche a fait la queue à un moment, enfin même pendant un long moment pour se faire dédicacer un livre, je crois que c'était même pas pour lui. Et en fait, c'était tellement improbable que je n'ai pas compris que c'était Victor, alors que je connais Victor depuis ouais, 12 ou 13 ans au moins en fait.
Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la queue? Il fait, bah, je fais la queue comme tout le monde. Je dis, non mais Victor, tu pouvais passer par le côté, t'inquiète pas, voilà. Donc voilà, pour tout vous dire, j'ai croisé plein de gens que j'avais pas eu depuis bien longtemps, qui m'ont fait très plaisir, plein d'anonymes qui m'ont fait tout autant plaisir de par leurs mots. Voilà, juste un immense, immense merci. Je vous promets, le podcast ne va pas s'arrêter. Des gens m'ont dit, il faut surtout pas que vous vous arrêtiez parce que sinon, je sais pas comment on va faire sans vous. Je vous rassure, vous allez continuer à vivre même sans nous. Le PSG continuera évidemment même sans nous, mais en tout cas, voilà. Est-ce que Daryl ressemble à un trader hollandais? Ah, pas tout à fait. Daryl, est-ce que tu veux répondre à ça ou pas? Non, pas vraiment, non. Non, non. Hollandais, C'est mais pas trop le style trader. Ah plutôt, oui, hollandais, oui, oui, oui. plutôt ambiance Edgar Davis, Royston Drent, par exemple. À peu près, non? Voilà. Voilà, Oui, un peu oui, oui, ça. oui, oui, oui. Voilà. On me dit on aurait dû faire la soirée après le dernier match de Galtier pour voir si le moral était aussi bon. Oh, on aurait bien rigolé aussi. Globalement, quand on est nul, on rigole. C'est pas compliqué. Quand on est bon, on analyse. Quand on est nul, on rigole. Hein, parce que bon, au bout d'un moment, on va pas pleurer pendant des heures. Mais voilà. Toujours est-il que donc c'était formidable. Je vous remercie mais énormément pour tout. Et je vous donne rendez-vous donc si tout va bien le 26 août. Je vous confirmerai ça par écrit, mais voilà. Et normalement, je vais recommander des livres. Alors, je sais pas si j'en aurai encore une centaine ou plus ou moins. Enfin, faut que je vois avec l'éditeur comment on peut faire. Mais en tout cas, voilà. Et merci à tous. Il y a tout le monde qui était venu avec des espèces parce que j'avais pas de quoi faire payer en carte ou quoi que ce soit. Donc vraiment un immense merci. Alors j'avais même oublié de faire payer certains qui sont revenus donner l'argent à l'éditeur et tout. Donc c'est vraiment très 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 gentil de votre part. La même chemise pour le 26. Alors la chemise j'ai pris la première en haut de la pile dans le sac quand je suis parti. Je vous avoue que c'est pas du tout volontaire ou quoi que ce soit. Je pense que je viendrai avec le polo de Munich la prochaine fois, qui est donc un polo qui a lui aussi un peu vécu, mais qui est porte-bonheur. Allez, sur ce, c'est bon, on a un peu fait le tour. Le polo magique, vous l'aurez. Et merci à ceux qui avaient ramené. On me demandait sur live, est-ce que il y a des gens qui ont proposé à boire? Mais il y a des dizaines de personnes qui m'ont proposé à boire. Mais en fait, je les ai écoutés, c'est très très gentil, mais il y a des gens qui attendent. J'ai pas envie de m'arrêter pour boire des coups, pour discuter. J'ai tenté de vous donner un petit peu de temps à tout le monde. Je vous avais tous eu une dédicace unique, dans le sens où c'était jamais personne n'a eu le même texte. Alors des fois, évidemment, il y a des éléments qui se recoupaient, mais j'ai vraiment fait le maximum pour vous donner à tous un peu de temps, vous donner à tous un exemplaire à vous, enfin une dédicace qui est vraiment à vous ou pour vos proches. Euh, je m'excuse, vous avez vu, j'écris très 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 mal. Je passe mes journées sur un clavier, hein, pas avec un stylo. Je remercie celui qui m'a dit c'est bien, ça me rappelle mon généraliste qui est mort. Merci pour la comparaison, ça m'a beaucoup touché. Et voilà, et donc bah normalement on refera tout ça dans quelques semaines. Je sais pas si je tiendrai encore 6 heures d'affilée à signer des bouquins. Et je sais pas exactement combien j'en ai vendu. En fait, l'éditeur a des remontées par différents moyens, mais c'était 2000 il y a 2 semaines et quelques. Bah, vous avez vu l'éditeur Benoît, il était là avec son pull vert, il arrive en cours de route. Moi, ce soir-là, j'en ai vendu 100, puisque j'en avais commandé 100 à l'éditeur, j'ai vendu les 100. Via Amazon, je crois que j'en ai vendu 150, mais je sais pas si ça compte aussi dans le compte de l'éditeur ou pas. Normalement, il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, parce que de mémoire, à Marabout, ils en ont fait imprimer 10 000 au départ. Donc je pense qu'il en reste encore. Je vois que on le voit dans à peu près toutes les Fnac, tous les Cultura. Merci à ceux qui m'envoient des images improbables, genre Cultura Perpignan, j'ai eu il y a 3 jours. Merci. J'irai jamais, donc je suis content de savoir qu'il y est. Mais en tout cas, voilà. C'était vraiment, c'est un immense merci du fond du cœur. Je vous le dis honnêtement, j'ai 3 petits enfants, j'ai une femme qui m'aime et tout, mais de personnes qui quelque part ne me connaissent pas, je pensais pas pouvoir ressentir autant d'amour. Donc vraiment, c'est extraordinaire ce que vous m'avez donné. Allez, sur ce, on va attaquer le podcast du soir. On va parler mercato, hein, donc c'est pas tout à fait le même esprit, même si bon, il y a quand même des choses à dire. Daryl, est-ce qu'on commence par les arrivées où il y a un mec, donc Renato Marine, 3e ou 4e gardien, ou est-ce qu'on commence par les départs avec l'ami Milan Skriniar? Bah tiens, on va commencer par ça. Milan Skriniar, départ à Fenerbahçe, donc cette fois-ci c'est sûr. Vendu pour combien on l'a vendu? Alors, c'est là où la fameuse bataille des chiffres a lieu comme d'habitude. Donc côté quoi? Côté PG, on a communiqué sur un truc autour de combien on a dû communiquer? On a communiqué, je crois, sur autour de 10 millions tout compris.
Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Côté turc, on a bien évidemment dit, bah non, on n'a pas payé aussi cher, vous vous doutez bien, alors on l'a acheté pas cher. Donc on a dit, j'ai même lu 6,4, donc le truc, tu sais pas pourquoi, 6,4. Donc globalement, 7 plus 3, côté parisien, ils avaient l'air de dire que le plus 3 tomberait assez facilement. Qu'est-ce qu'on en pense? On me dit 16 millions au moins de salaire, c'est tout ce qu'on retient. Daryl, un avis sur ce départ, cette vente et tout ça? Oui, bah cette phrase résume un petit peu ma pensée aussi. Globalement, on sait très bien que c'est un joueur sur lequel le coach ne comptait plus du tout. Il a très peu joué lors de la première partie de saison, juste 3 ou 4 matchs en sortie de trêve internationale, lors de moments où on souhaitait faire reposer Marquinhos notamment, qui revenait de matchs au Brésil. Donc voilà, globalement, il fallait surtout se débarrasser de son très imposant salaire, qui ne servait pas à grand-chose, et son prêt à Fenerbahçe leur a donné satisfaction. Lui aussi a eu l'air de bien se plaire là-bas, donc c'est un transfert que je qualifierais de win-win-win, quoi. C'est-à-dire le joueur est content, le club qui l'a reçu est content, et nous aussi, on a pris de l'argent sur un joueur qui était arrivé libre. Oui. Et en plus, on s'est débarrassé d'un très gros salaire, donc on a assaini encore plus la masse salariale et ouvert un peu plus la place pour un remplaçant qui devrait avoir un rôle bien plus important. Ouais. Donc voilà, excellente opération. Ouais. Moi, je trouve qu'on le vend. Je pensais qu'on arriverait à faire 10 plus Au 3. rabais, Ouais, un peu au rabais. Après, ouais, on est il y a le début salaire août. je pense que c'était. Ouais, mais surtout, on est début août. Ça se base... On a espéré au départ un peu des offres anglaises. Je pense que les anglaises sont un peu réticents parce qu'ils manquent de vitesse. Bon, C'est ça. on prend 7 plus 3. Alors pourquoi le salaire est aussi énorme? Alors c'est pas compliqué. Déjà, au départ, quand on vise Skriniar, c'est un joueur qui a une cote énorme à l'été 2023, qui est un joueur à 60-70 millions. Ensuite, il signe libre. Et c'est là où les choses se compliquent, c'est quand tu signes un joueur libre, toujours il va prendre un très gros salaire. Parce qu'il n'y a pas d'indemnité, donc ça compense. Et faut pas oublier un truc, c'est que sa prime à la signature sur 5 ans, en général, elle est lissée. Donc c'est pour ça que le salaire était délirant, parce que la prime à la signature, pardon, je sais plus combien elle était, de 3 ou 4, ou 3 ou 4 par an, enfin un truc vraiment important, bah forcément on se retrouve avec un salaire complètement dingue. Après, tu l'as pas payé, tu l'as pas payé. Oui, c'est un peu la conséquence. Mais c'est vrai que le salaire était dingue. On oublie un peu quand même qu'on est allé chercher à l'époque celui qui est considéré comme un des 3 meilleurs défenseurs d'Italie. Bon, euh, ça a pas marché. Je pense qu'honnêtement, Skriniar aura une autre carrière à Paris dans un autre contexte collectif. Un contexte où le football de Luis Enrique lui correspond pas beaucoup. Et je trouve que la première année, il est pas si mauvais, loin de là. Même l'année dernière, hein, les quelques matchs qu'il fait avant qu'on le mette vraiment à la cave, il est. Il y en a bon, hein. Il y Ouais, a un match qui est pas fou, mais sinon le reste, voilà. je me rappelle que dans les Bon. podcasts de débrief de ces rencontres, on était plutôt Ouais, positif bah là par par rapport aux exemple, prestations qu'il avait livrées. la photo que j'ai mis c'était PSG Strasbourg, il avait été très bon au retour de trêve. Mais bon, on s'en dé... je retiens deux choses. On s'en débarrasse avec un où on n'a pas à payer pour que le joueur parte. Je vous signale que Bernat ou ce genre de joueur, on a payé pour que le mec il parte à la fin. On a fait un chèque. Hein. Bon, il part, on prend un chèque, on se débarrasse d'un gros salaire. Voilà. Merci pour les quelques bons moments. Tant pis si ça a pas collé. Mais au moins on fait pas une opération financière catastrophique. Il y a des mecs, non seulement ça n'a pas marché, mais en plus on a mis des grosses sommes. Et en plus leurs transferts à la Juventus sont pénibles, si vous voyez de qui je parle. Donc c'est comme ça. On me dit Newcastle l'a tué du point de vue de l'entraîneur. Je sais pas si c'est un match en particulier, honnêtement. Bon, il a beaucoup joué après Newcastle quand même. Ouais, non, non, c'est sûr. Newcastle, c'était vers le début de la saison, hein. C'était le deuxième match de poule, si je dis pas de bêtises, Ouais, de l'an non. dernier, donc fin septembre, début octobre. À vrai dire, ce qui lui coupe son élan à Paris, c'est quand il se pète la cheville au Trophée des Champions contre Toulouse au Parc des Princes. Ça doit être le 2 ou 3, au 3 janvier ou 4 janvier, par là. Là, ça le tue, c'est fini là, à ce moment-là. Mais sinon, après, ouais, il rejoue. Et bon, c'est comme ça. Dan Burn l'a traumatisé. Ah, c'est sûr que quand Dan Burn lui a dunké dessus, voilà, mais bon. Globalement, une bonne chose de faite. Dans les départs, non-départs. Alors, bah tiens, on va en parler à l'instant sur là. Il manque Asensio. Alors, Daryl, qu'est-ce qu'on en pense de Marco Asensio? Bizarrement, il a pas envie d'aller en Turquie, Marco Asensio. Ah bah c'est bizarre, tiens. Ouais,
Oui, oui, oui. C'est un transfert qui paraissait, il y a quelques jours encore bien embarqué. Même si quand la news était un peu tombée, ça m'avait légèrement surpris parce que je pensais qu'après son frère réussi à Aston Villa, il aurait d'autres options que la Turquie. Mais bon, son transfert avait l'air de bien. En tout cas, Alors, les négociations avaient l'air d'avancer positivement, etc. Et puis maintenant, on commence à voir un petit peu plus la vérité. Et il semblerait selon qu'il les n'est pas Turcs, voilà. en. Les négociations Voilà. avançaient selon les Turcs. Alors, Oui, voilà, c'est ça. la grande leçon du mercato d'été 2025, qu'on avait un peu oublié parce qu'il se passait rien, c'est qu'il faut jamais croire la presse turque. C'est la base en fait. Faut jamais les croire. Je j'ai rien contre mes amis turcs, mais s'il vous plaît la presse sportive, arrêtez d'inventer des trucs tous les jours. On vous en voudra pas, hein. C'est plus possible. J'ai vu des trucs que Asensio était limite le mec son siège était choisi dans le dans le jet qui allait l'emmener à Istanbul. Je crois qu'il a pas payé le supplément pour avoir la place en fait. Donc non non vraiment ils sont incroyables. Il a 1 an de contrat seulement. Ça parle d'un prêt à Aston Villa. Bon Oui, bah c'est pas possible du coup. Je comprends même pas comment une telle rumeur peut sortir, alors que quand il y a un an de contrat restant, il n'y a aucune crédibilité. ouais c'est ça. Enfin la crédibilité c'est si par exemple ils te prennent tout le salaire et tu te débarrasses de ça. Mais bon Oui, bon, c'est c'est un peu maigre, hein. ouais voilà. Ça fait pas lourd. Et surtout, je pense que le PSG avait reçu une offre tombée du ciel du Fener entre 10 et 15 millions. Ils disaient, allez, il faut qu'il l'accepte. Et c'est marrant, c'est qu'au moment où les Turcs disaient, ouais, c'est bon, c'est fait, il va partir. Et honnêtement, hein, il y a des très bonnes sources. Même Foot Mercato en France a confirmé que il allait partir là-bas, tout ça. Finalement, mais il perd pas. Il part pas, pardon. Et il y a un truc que certains médias espagnols avaient toujours dit, c'est, il est plus ou moins d'accord financièrement, mais il a pas dit oui à la proposition. Il a dit oui sur les termes du contrat, mais il a jamais dit oui, ok, c'est bon. En fait, depuis le début, il a pas très envie d'y aller. Il attend des clubs d'Europe de l'Ouest, donc que ce soit Angleterre, que ce soit Italie, Espagne, ce genre de choses. Euh, bon, Aston Villa veut le récupérer, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire signer en transfert. Bon, Daryl, qu'en pense-t-on? Bah, alors Aston Villa, je suis un peu, je suis un peu circonspect par rapport à leur position parce qu'il avait l'air d'avoir plus ou moins donné satisfaction. Alors c'est vrai il Ils ont était des pas problèmes d'argent titulaire. là-bas, hein. Aston Villa Ouais, a quand même oui, des c'est ça. soucis Ah d'argent, là, hein. oui, ils ont des problèmes avec le PSA. Oui, ça, c'est vrai. Alors le Donc PSA, c'est peut-être oui juste, oui, c'est le fair play pour financier de expliquer, la oui, première ligue, voilà, le PSR. PSR pour voilà, ceux qui ne voient pas ce que c'est. c'est, c'est ça. Et donc oui, il y a pas mal de clubs qui ont beaucoup dépensé ces dernières années, dont Villa, Mm. mais qui n'avaient pas forcément les moyens de leurs ambitions. Parce que bah, c'est un club qui ne dispute pas forcément la Ligue des Champions tous les ans. Ils l'ont d'ailleurs seulement disputé l'an dernier et ils se sont renforcés avec des ambitions justement de figurer régulièrement dans cette compétition. Donc forcément, au niveau financier, bah, ils se sont fait un petit peu reprendre par la patrouille et donc ouais, effectivement, ça pourrait expliquer pourquoi ils sont pas très très chauds sur pour payer tout simplement le transfert d'Asensio. Ouais, et Mais franchement, bon, de là à demander un prêt, bon, ouais. c'est quand même un petit peu surprenant. On verra, mais oui, là, pour lui, bah, je Sans- pense que une fois que, enfin, quand on avancera un petit peu dans le mercato, comme il a montré de bonnes choses à Villa, il y a des possibilités que certains clubs anglais se pointent en espérant faire une bonne opération, donc c'est-à-dire l'acheter à moindre coût. Et je serais d'avis que même pour une somme inférieure à 15 millions, s'il y a la possibilité pour lui aussi de se débarrasser de son salaire, ben, il bah, faudra la saisir. il faut. Tiens, une question Surtout intéressante. que bon, Vas-y, pardon, vas-y, il est finis. en fin de contrat l'an prochain. Oui, non, mais en plus, il y a la notion de fin de contrat l'an prochain. Donc Mm. vraiment, là, toute somme d'argent sera bonne à prendre. Tiens, question intéressante sur lundi, j'ai pas suivi, mais le PSG il évalue à combien Asensio? Alors, on n'a pas eu d'offre, enfin de montant qu'a filtré. Par exemple, on sait que Beraldo a été estimé autour de 30 millions.
Les rumeurs sur Ramos autour de 58-60 millions semblent assez vraisemblables. Asensio, globalement, le PSG avait accepté une offre entre 10 et 15. Donc, ça vous donne une idée. 10 et 15, c'était vraiment bien. Hein. Ah ouais, ça tombait du ciel, honnêtement. Mais Marco Asensio a décidé que non, il n'était pas encore mûr pour la Turquie. Bon, j'avoue que c'est un cas, je pensais qu'on galérerait un peu moins que ça à s'en débarrasser. Mais si en plus il est archi sélectif, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que pour le coup, les Turcs n'ont pas dit n'importe quoi. Au départ, ils avaient dit, ils s'étaient entendus sur 10 millions annuels, brut, ou net, je sais plus, brut, non, brut quand même. C'est déjà énorme, attention. Hein. La rumeur Benfica, elle a été bidon. On l'avait débunké sur le site avant même qu'elle prenne de l'ampleur. C'était, je crois que jeudi, il y a une semaine à peu près. Vous cherchez sur le site les news de jeudi dernier. Mais donc, en gros, Asensio avait dit plus ou moins oui au Fener pour le salaire autour de 10 millions, tout ça. Donc c'est déjà un très bon salaire, il faut quand même se rendre compte. Un mec de 29 ans qui n'a pas été titulaire dans le club depuis de toute sa carrière pratiquement. Et visiblement, il a commencé à dire ah non, mais en fait, je voudrais 12. Et là, Fener a dit attends. T'étais d'accord pour 10, maintenant c'est 12, c'est quoi la suite quoi? Et en fait, c'est juste qu'il a pas très envie d'y aller. Et donc il essaye de gratter quoi. Donc c'est un peu comme ça. Et Cristiano, il veut pas recruter Marco. Bah je sais pas, non, mais visiblement il avait. Quand on voit qu'il veut pas aller en Turquie, je doute qu'il veuille aller en Arabie Saoudite ou au Qatar, ce genre de choses. Quoi. D'ailleurs, je vous signale que Draxler a donné 2 interviews dans la presse allemande ces derniers jours pour expliquer que bah ma carrière est ce qu'elle est et je suis très bien au Qatar. Et peut-être que même que j'aurais dû y aller plus tôt. Parce que comme ça, je peux marcher tranquillement dans la rue et personne m'embête. J'ai reconnu là l'esprit bagarreur et compétitif de Julian Draxler. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait le tour sur Asensio, Daryl, je pense. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va faire en vitesse. Ouais, pas grand-chose de plus à ajouter. Ouais. On nous dit les DAC. On est d'accord. Ah bah tiens, on va en parler après des possibles. Bah tiens, on est dans les départs. On va pas évoquer le cas Gonzalo Ramos. Donc, Gonzalo comment il s'appelle, de Gonzalo Ramos. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi donc le PSG voudrait absolument le garder. Bon, pourquoi pas. On a des échos. On a ce week-end en revanche eu une piste pour lui à Newcastle qui est apparue dimanche après-midi quand Craig Hope du Daily Mail, qui est en fait il y a pas mal de clubs qui ont été en tournée en Corée du Sud, que ce soit Tottenham, notamment Newcastle, qui avait envoyé donc des reporters sur place pour suivre. Et Craig, ce bon vieux Craig, un accent de Newcastle incroyable, a fait une vidéo pour dire depuis tout à l'heure, enfin depuis sur place, si Newcastle n'arrive pas à faire signer Benjamin Sesko de Leipzig, excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Bah, une des pistes de secours, ça serait notamment Gonzalo Ramos, qui est un joueur que Newcastle suit depuis des années, parce qu'avant de signer justement le fameux Alexandre Isak, Newcastle hésitait, enfin tentait de faire signer Gonzalo Ramos. Alors finalement, ils ont réussi à faire signer Isak plutôt que Ramos, donc ils n'ont jamais fait d'offre. Mais toujours est-il que Alexander Isak veut absolument quitter Newcastle. On le comprend un peu. Pour rejoindre Liverpool, on le comprend un peu sportivement. En termes de vie, c'est toujours pas génial. Mais bref. Et Newcastle cherche, avant de libérer Isak, ou d'au moins ouvrir les négociations et de récupérer le plus de fric possible, à récupérer Sesko ensuite. Sesko, donc Leipzig, qui a Benjamin Sesko sous contrat jusqu'en 2028 ou 2029, est très exigeant. Ils ont expliqué déjà, ils ont quand même refusé 75 millions plus 5 de bonus, donc 80 millions, ils ont dit non, c'est pas assez. Et surtout, en fait, le point qui coince entre Newcastle et RB Leipzig, ce qu'expliquait je crois que c'était le Télégraphe et aussi Sky en Allemagne, c'est que Leipzig veut absolument et impérativement un pourcentage à la revente. Et Newcastle ne veut pas mettre un pourcentage à la revente. Donc pour l'instant, entre les deux, c'est coincé. Et le joueur est pas certain de vouloir y aller. Le joueur, visiblement, préférerait aller à Manchester United. Manchester United doit vendre pour pouvoir se positionner, donc c'est un peu coincé. Mais toujours est-il que Ramos, d'après les échos anglais, donc le fameux Craig du Daily Mail, disait de ce qui se raconte autour de Newcastle, Ramos commencerait à être un joueur accessible pour 50 millions de pounds. Alors 50 millions de pounds au cours du jour, c'est autour de 58 millions d'euros. Et les amis, le duo magique Romano Moreto
vendredi ou samedi dans une vidéo expliquait que le PSG avait refusé une offre orale, et c'est important, offre orale, c'est un peu tu tâtes le terrain quoi en gros, de plus de 50 millions, au moins 50 millions d'euros pour Ramos par un club anglais. C'est là que forcément on fait un peu la liaison entre les deux. Il y a quelques jours ou quelques semaines, mais en gros c'était dans les très récents. Daryl, est-ce que toi aussi tu penses que c'est une façon pour le PSG qui arrête pas de faire fuiter, qui veut absolument garder Gonzalo Ramos, et Ramos a pas vraiment signifié dans les départs. Est-ce que pour toi c'est aussi une façon de faire monter le prix, au moins de fixer un peu le prix du joueur? Oui, pour moi, totalement. Pour moi, là, le PSG est dans une posture de négociation et l'idée, c'est de vendre Ramos au meilleur prix possible. Et si on n'arrive pas à atteindre ces prix, dans la mesure où c'est un joueur qui garde quand même une certaine utilité dans l'effectif, même si son rôle ne risque pas de gagner en importance, enfin de devenir, même s'il risque pas, voilà, de gagner du temps de jeu par rapport à ce qu'il a eu l'an dernier, en excluant évidemment le temps de jeu qu'il n'a pas eu à cause de sa blessure. Euh, je pense que l'idée, c'est quand même d'obtenir le meilleur prix possible pour un joueur qui fait partie intégrante du groupe, qui a eu un apport statistique tout sauf négligeable. 18 ou 19 buts dans la saison, 19. ça pèse quand même quelque chose. Mais voilà. Donc, évidemment que le PSG ne va pas se séparer de Ramos à bas coût, d'autant plus qu'il a représenté un investissement loin d'être négligeable. Donc, oui, Alors, je pense que là, l'idée, c'est, comme Luis Enrique euh, enfin, compte sur lui de façon, on va dire, un peu limitée, si on peut un peu retomber sur nos pattes, on le fera et puis on cherchera une option sur le marché pour compenser la vente de Ramos et puis en essayant bien évidemment d'avoir un joueur plus adapté à notre philosophie de jeu. Et sinon, on le conservera et on va voir aussi la position du joueur parce que c'est vrai que lui n'a pas fait part, à ma connaissance, d'une envie de départ. non. Donc voilà, si lui, ça lui va de continuer à avoir ce rôle-là, ou alors s'il pense qu'il peut gagner en importance, qu'il peut continuer à progresser et avoir plus de temps de jeu, et qu'il a l'intention de rester et de se battre, très bien. Hein. Dans ce cas-là, s'il peut avoir le même apport statistique l'an prochain, on ne dira pas non. Ouais. Tiens, juste un truc, rappel sur la façon dont Gonzalo Ramos a été. Faut savoir qu'au départ, Gonzalo Ramos s'est prêté par Benfica au PSG. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un prêt. Et au bout de 15 matchs, qui est un grand classique de Luis Campos, hop, c'est devenu un transfert de 65 millions d'euros. Avec 15 millions d'euros de bonus. Alors Benfica a toujours communiqué sur le fait que les 15 millions, ils vont tomber de façon évidente, tout ça. Il y avait beaucoup d'articles dans la presse portugaise après la victoire du PSG en Ligue des Champions, justement, qui disaient en termes de bonus, est-ce que cette victoire du PSG en Ligue des Champions va avoir un impact? Parce que Vitinha vient du Portugal, João Neves vient aussi du Portugal, Ramos donc, Nuno Mendes, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient liés au Portugal. Ils se demandaient est-ce que ça va déclencher des bonus? Et en cherchant un peu, la presse portugaise, je crois que c'était Record et Abola, enfin, moi il me semble qu'il y en avait deux, ou Ojogo, je sais plus. Enfin bref, il y a plusieurs qui disaient, côté Benfica, ils nous ont dit que visiblement, pour Neves, ça allait pas tarder à tomber, mais que pour Gonzalo Ramos, 2 ans après son départ, il n'y a rien qui était tombé en termes de bonus. Donc aujourd'hui, c'est toujours un joueur qui aurait, parce qu'attention, il y a énormément de mensonges dans le football, et quand il s'agit d'argent encore plus, qui aurait coûté 65 millions. Après, moi je me mets à la place du PSG, il est normal et même logique de demander 60, voire 65 millions pour Gonzalo Ramos pour une raison assez simple. Tu as sous contrat un joueur qui s'appelle Randal Colomwani, que tu valorises à au moins 50, voire même plutôt 60 millions d'euros, alors qu'il est en échec total chez toi. Qu'il est plus vieux, et qu'il n'a pas réussi grand-chose, et qu'en plus il a un plus gros salaire. Si tu demandes le même prix pour Gonzalo Ramos que pour Randal Colomwani, voilà, Ramos n'est pas vraiment en échec, c'est Colomwani qui est en échec à Paris, voilà. C'est pas possible en fait de demander le même prix pour un mec que t'es prêt à garder que pour un quelque part t'es prêt à virer.
Donc tu peux pas demander, t'es obligé de demander plus. Après, moi je crois pas beaucoup au fait que Gonzalo Ramos va rester pour une raison très simple qui s'appelle son agent. Euh, George Mendes, il est pas là pour accepter que un de ses buteurs fasse le 5e choix en attaque au Paris Saint-Germain. Déjà, l'hiver dernier, il a un peu commencé à tâter le marché, à faire bouger les choses. Là, il voit bien qu'il y a une valse des numéros 9 qui a lieu durant tout l'été entre Ekitike, Gyökeres, Isaac qui va bouger, Sesko qui va bouger. Ah, Monsieur Georges, Oui, c'est ça. il va pas attendre les bras croisés, hein. Georges, il sent les coups, hein. Joao Pedro qui a Ouais, ça joue bougé, en sa faveur. voilà. Donc, je Le serais, contexte voilà, est favorable à un voilà. départ. Après, il faut encore que le joueur veuille partir. Faut pas oublier que dans un transfert, il y a 3 parties. Il y a le club qui vend, le club qui achète et le joueur. Moi, je pense que le PSG est très dur. Faut savoir que tout le monde se plaint, ouais, le PSG ne vend pas. Le PSG valorise ses joueurs. Ils disent, vous voulez nos joueurs, mais c'est un coût, un joueur du PSG. Le PSG ne brade pas ses joueurs. Des fois, il a pu passer à côté de certaines offres. Ça a fait capoter notamment le retour de Danilo parce que le PSG a dit c'est tant et c'est pas un euro de moins. Donc, euh, bah forcément, le PSG va pas brader Gonzalo Ramos. Après, est-ce que je l'imagine parisien au 1er septembre? À cet instant, je dirais plutôt 75-25 en faveur du non. Ça peut aller vite. Je sais pas. Enfin, je crois que le mercato finit le 2 septembre même cette saison. Toi, Daryl, de ton côté, tu irais à quel niveau? Bah, en fait, ça va être un effet domino, quoi. Ça va dépendre Hmm. un peu De Cesco notamment aussi. du cas Sesco, quoi. C'est ça. Mais je pense que oui, à l'heure actuelle, en fait, au 2 septembre, moi, je m'imagine donc bah, un Isaac à Liverpool et donc Newcastle va forcément prendre quelqu'un. Donc, soit ce sera Sesco si Manchester United ne trouve pas l'argent, soit soit ce sera probablement Ramos, quoi. Mais en tout cas, un buteur bah, qui a facturé bah, un certain nombre de réalisations cette saison Hmm. et qui en plus voilà, évolue chez le champion d'Europe en titre, à mon avis, et voilà, et champion d'Europe qui en plus est plutôt ouvert à une vente, mais au bon prix. Donc je pense que oui, il y a de bonnes chances qu'à la fin qu'à la fin du mercato, il soit parti. À mon avis, Hmm. la valse des neufs va continuer. Et, bon, quand on voit les tarifs là qui se pratiquent à ce poste, il y a de bonnes chances qu'on fasse une très belle vente. Ouais. On me dit qui pour le remplacer. Je pense que plutôt que de parler de qui, ce serait plutôt quel profil. Globalement, le PSG, au début de mercato, ça parlait d'un ailier droit gaucher. Ça a un peu basculé pardon, vers un offensif polyvalent. Ouais, Je pense que plutôt qu'un ouais, c'est ça. neuf comme ça partirait plutôt sur un mec très polyvalent, capable de jouer aux 3 postes de Oui, l'attaque et tout ça, quoi. Globalement, exactement. Bah là, on a vu la limite en plus de Ramos, c'est que, bah, comme on le répète régulièrement dans le podcast, c'est le joueur le moins polyvalent du groupe. En tout cas, parmi les attaquants, il y a pas de doute, hein, il peut jouer qu'en pointe. Et donc, si on veut bah, éviter de nouveau cet écueil, il va falloir plutôt cibler un joueur qui pourra évoluer au moins à deux des 3 postes de l'attaque de façon assez qualitative pour en plus vraiment renforcer la concurrence, parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ramos soit un concurrent des 4 attaquants titulaires, entre guillemets, que sont Dembélé, Kvara, Barcola et Doué. Donc c'est clairement la 5e option, et sans véritablement d'opportunités, sans qu'on puisse envisager qu'il monte dans la hiérarchie. Et donc, il va falloir, à mon avis, recruter un joueur qui sera en mesure voilà, de concurrencer tout le monde et donc de jouer à tous les postes. Donc, bon, je ne sais pas trop. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, il y a pas vraiment donc, déjà de pistes, ni même en fait de joueurs sur le marché présentant ce profil qui est une grande qualité, quoi. En ouais. tout cas, une qualité suffisante pour renforcer un champion d'Europe.
Ouais. Par J'en exemple, vois très peu. une personne me citait Rodrigo sur Oui. live. Les dernières nouvelles de Rodrigo, c'est que un, il s'est séparé de sa copine qui visiblement était considérée comme néfaste. Et deux, non mais quand ils sont pas bons, ils trouvent toujours des excuses, hein. Les mecs, ils mettent pas un pied devant l'autre, ils sortent tous les sorts en boîte, mais ils te disent ouais, c'est de la faute de ma meuf, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et aux dernières nouvelles, il voulait rester au Real Madrid parce que finalement, on n'est pas si mal, hein, tu sais, bon, c'est bien payé et tout. On n'a pas encore de rumeur Oui. Léao. Si, je crois qu'on l'a vu. Il me semble que c'est l'équipe qui disait que Campos, de temps en temps, entretenait la piste. Voilà. Bon, bref, on verra. Sur Ramos, on a un peu fait le tour. Tiens, Mukiele récemment était aussi pisté par Fenerbahçe. On en est où pour lui? Bon, on en est qu'il est toujours au campus, qu'il est très exigeant en termes de club, de salaire aussi. Mukiele faisait partie de ces joueurs qui ont été recrutés pour pas trop cher, puisqu'ils étaient à un an de un an de la fin de son contrat, et a réussi à négocier un gros salaire. Mais maintenant, ce gros salaire se retourne contre le PSG, qui a bien du mal à s'en débarrasser. Et Mukiele, faut aussi se mettre à sa place. Il a fait Leipzig, où il a réussi à avoir un rôle non négligeable. On peut pas dire le contraire. Il y a des moments, il avait un vrai rôle, Mukiele, à Leipzig. C'était un joueur important. De là, il signe au PSG. Là aussi, il a un bon rôle. Il joue beaucoup. Bon. Enfin, il joue beaucoup il joue régulièrement la première année, mais il signe quand même au PSG de Messi, Neymar et Mbappé à l'époque. L'an dernier, il joue pratiquement pas, ok. Mais il y a une grosse blessure au milieu, donc c'est aussi pour ça qu'il joue pas. Et l'été dernier, il se retrouve quand même au Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, qui vient de signer une saison absolument historique, qui est champion d'Allemagne en titre. Et à Leverkusen, il a eu un vrai rôle en fait. Xabi lui a donné des missions très spécifiques sur des matchs. Il marque le seul but de la victoire contre l'Inter. Euh, Bah ouais, forcément, il va pas partir n'importe où, le mec. Alors évidemment, il a été à deux doigts de signer au Bayern de façon définitive en janvier dernier. Bah ouais, aujourd'hui, il va pas partir à Stoke City jouer le maintien en Championship, quoi. Donc évidemment, il est un peu exigeant, même s'il sait qu'il a pas d'avenir au PSG parce qu'il rejouera jamais. Mais quand vous êtes un joueur de foot comme lui avec un très gros salaire, la vie parisienne, elle est plutôt sympathique, hein, vous savez. Il y a pire dans la vie, hein. Donc à voir. Je pense que ça fait partie de Mukiele ou Renato Sanchez ou ce genre de joueur un peu de fin fond du bout de banc. Ça se débloquera en fin de mercato comme l'an dernier. Pourquoi Nordi jouera pas au PSG? Bah parce que je crois que Luis Enrique a été assez clair la première saison. Daryl, je sais pas si tu veux compléter, mais Ah oui, bah là, il suffit de regarder son match contre Strasbourg, son entrée l'entrée. en jeu pour comprendre. Honnêtement, hein, si vous aimez le football terroriste, l'entrée en jeu de Nordi Mukiele à Strasbourg en février 2024, c'est quelque chose, hein. Quand C'est un match éliminatoire, ça. Ah C'est mais tout simplement. C'est donc l'équivalent de la rencontre d'Ougarté contre Milan. ouais, ce genre de Voilà, choses. Ah là, on me dit entrée de casque bleu. Ah ouais, mais il était pas là pour faire la paix, hein. Et puis pas avec le ballon, hein. Le moment où il marche sur la balle et tout, c'était extraordinaire. Je vous avouerai que il y a quelques semaines, j'ai essayé de retrouver ce match uniquement pour revoir l'entrée de Nordi Mukiele à Strasbourg, qui restera un très très grand moment de la saison 2023-2024. Solaire a deux vraies belles pistes. La première, c'est celle où il veut aller, c'est Villarreal, donc avec son ancien coach à Valence, notamment Marcelino. L'autre piste, c'est Brighton. Mais le problème, c'est que bah, ceux qui ont des sous, c'est Brighton. Ceux qui en ont pas, c'est Villarreal. Et je vous laisse imaginer où notre mec veut aller. Donc, le souci, c'est que bah, Villarreal, il y a un moment, s'ils veulent jouer, ils vont devoir mettre les sous, quoi. Et pour l'instant, Mais Solaire, on oui. approche de la fin de contrat, non? Ah non, il a Il doit signé être sous 5 ans. contrat. Ah non, il a signé 5 ans. L'été Oui, mais il a 2023, fait signer. on a fait pratiquement que des contrats de 5 ans pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas de liquidité. Donc quand tu n'as pas d'argent en football, qu'est-ce que tu fais? Tu allonges les contrats pour répartir dans la durée. Bon, ça veut dire que il y a eu que des flops, mais bah, Solaire, c'est 2023? Ah, je sais pas pourquoi dans mon esprit c'était 2022, 2022. non, non, Ah oui, 2022, ok, 2022, d'accord. pardon. Mais 2022, c'est pareil, Ouais. hein, on a fait signer que des contrats. 2022, 2020, non, c'est surtout 2022, on a fait signer des contrats longs parce qu'on n'avait pas d'argent. C'est l'été où on croyait qu'on allait vendre Neymar et tout ça. Oui, oui, oui. Et le problème, c'est qu'on n'a rien vendu du tout. Donc, bah voilà, quoi. Solaire, c'est encore 2027, donc il a encore 2 ans de contrat comme Renato, tout ça. Ouais, Voilà. ouais.
Donc aujourd'hui c'est un peu ouais, Brighton c'est pas mal, oui, mais visiblement l'ami Solaire veut retourner chez lui en Espagne, donc Je c'est un pense peu qu'il veut compliqué. retourner au pays, oui, c'est ça. Voilà, C'est là où il a été le plus performant et je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un cadre un peu familial et familier, justement, pour bien s'épanouir. exactement. Autre dossier, le cas Randall Colomwani. On dit Renato finira à Neom avec Galette. Bah ça serait une bonne idée pour tout le monde. Enfin, surtout pour le PSG, mais je suis pas sûr que Galette. Faut savoir un truc, si Renato Sanchez est au PSG aujourd'hui, c'est avant tout à cause de Christophe Galtier. Luis Campos, en arrivant, il dit bon, euh, on n'a pas beaucoup d'argent. Galtier dit il nous faut absolument un milieu de terrain avec du muscle, de l'impact et tout. Parce qu'à l'époque, on avait Verratti et Vitinha. Bon, pas trop le profil. En plus, Renato, je le connais bien, il peut jouer à droite et tout. Euh, bon, bah, on a mis les 12 millions plus tout ça, mais Renato a failli signer à Milan notamment, et même la veille de signer, il est encore en train d'hésiter. Bon, il s'avère qu'il aurait mieux fait d'aller à Milan. Mais bon, c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, bah, si Galette veut le reprendre à Neom avec son armée de joueurs de Ligue 1, voilà. Et oui, non, Luis Enrique, il compte pas sur Renato Sanchez, hein. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, le premier match amical de l'ère Luis Enrique, donc on a une armée de briques et de broc. Il lui fait jouer que la deuxième mi-temps, il le fait jouer arrière droit direct. Genre, au milieu de terrain, il y avait Cherendour qui venait d'arriver, qui avait jamais joué en professionnel ou presque. Cherendour est passé avant Renato Sanchez. Je pense que ça vous dit tout ce que ça veut vous dire. Il n'a pas joué une minute ensuite de la préparation, il ne compte pas sur lui. Moi, ça me fait de la peine parce que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, Renato Sanchez, et je pense que pour jouer ce rôle un peu bâtard, un peu côté droit, un peu dans l'axe, il pourrait faire le travail. Mais l'entraîneur n'a pas du tout la même vision. Voilà. L'Euro 2016, même le joueur, c'est un talent de malade au départ. Renato, vous regardez ce qu'il a fait avec Lille en Ligue des Champions, c'était fou quoi. Mais le PSG compte pas sur lui. Je comprends que ça soit un joueur en fait. On me dit pourquoi il est pas dans la rotation, mais il y a une partie très simple, c'est que pour être dans la rotation, faut être apte en fait. Et c'est compliqué de mettre dans la rotation un mec sur lequel tu pourras jamais compter. C'est même impossible parce que le but de la rotation, c'est que quand ton titulaire est pas là, bah faut que le remplaçant il soit là. Et Renato, franchement, c'est terrible, mais il est capable de se blesser en montant dans le bus à la mise au vert, quoi. Donc tu peux jamais compter sur lui. C'est un peu ce qui lui fait, ça lui fait beaucoup de mal. Et il souffre énormément d'être tout le temps blessé. Faut se rendre compte à quel point c'est dur pour le joueur qui veut juste jouer et qui se retrouve tout le temps à l'infirmerie, à soigner des blessures, et ci et ça, quoi. Donc, Renato, Bayern, Benfica, la Coupe du Monde des clubs, il fait un match de cochon, par exemple. Donc il a toujours le talent, ça il l'aura toujours. Mais les adducteurs, on sait pas quand il les aura malheureusement. Donc compliqué. Tu veux rajouter un truc sur Renato, là, mon cher Daryl? Avec le collagène et tout Non, ça? non, bah, ouais, alors ça, oui, alors, on verra d'ailleurs ce qu'il advient de cette histoire de collagène, hein, mais bon, en tout cas, par rapport au futur de Renato au PSG, je pense que tu as tout dit. Un joueur qui n'est pas apte ne peut pas avoir sa place dans cet effectif, surtout vu les demandes physiques énormes et la grande sollicitation des joueurs de cet effectif. C'est tout simplement inenvisageable dans le football de Luis Enrique. Ouais, surtout c'est un football très intense, qui demande énormément de courses, de sprint. On me rappelle ouais, la blessure de Renato Sanchez contre 3. C'est 3? Non, c'est Toulouse, il me semble. Ouais, c'est Toulouse, c'est pas 3, je crois. Avec le doublé de Hakimi de mémoire. Ou de Messi, je sais plus, bref. Mais de mémoire, c'est Oui, je crois que Toulouse. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Un match où Ouais. on aligne une équipe où il y a ni Mbappé ni Neymar. Je me demande même s'il y a Messi. Et finalement, on fait un très bon match sans eux. On se rend compte que bah, il y a une vie sans les mecs qui marchent. Donc ouais, c'était ça. Mais c'était maintenant il y a 2 ans. Donc ça commence à faire vieux déjà. Même 2 ans et demi. Ouais, Messi est buteur et passeur aussi pour Hakimi. Sauf que je crois que la Ligue n'a jamais compté la passe décisive à Messi. Une histoire bien LFP ça. Bon, on avance, on passe à Randall. Une personne me disait, on en est où de Randall et la Juve? C'est débloqué tout ça? Alors, il y a la version mainstream, j'ai envie de dire, des médias italiens. Ouais, ça a discuté tout le week-end. Le PSG est tout proche de d'accepter tout ça, tout ça. Le prêt avec option d'achat plus ou moins obligatoire. Puis t'as la version de Sky Italie, donc est globalement la meilleure source en Italie qui a balancé tout à l'heure. Les négociations sont au point mort. C'est pas la peine d'aller plus loin. Le PSG ne veut pas d'un prêt, ou alors c'est le prêt option d'achat obligatoire. Ils veulent 55 à 60 millions d'euros.
Donc autant vous dire que la Juve peut sûrement pas aligner ça. Le joueur, bah lui, il veut y aller, mais bon, contrairement à ce qui se dit en Italie, il n'a pas d'accord contractuel avec la Juve. Ça, c'est pas vrai. Donc il faut que non seulement la Juve se mette d'accord avec le PSG, se mette d'accord avec le joueur, ça fait beaucoup. Alors il y a les vrais faux intérêts de la première ligue. Il y a Tottenham qui avait filtré, que les mecs qui suivent Tottenham qui ont dit tout de suite non, pas du tout. Voilà. La Juve doit effectivement vendre des joueurs. Donc le départ de Weah à Marseille, c'est une bonne nouvelle. Celui de comment il s'appelle, Mbangula, celui qui avait signé au Werder Bremen, pareil, ça fait 10-15 millions, c'est une bonne nouvelle. On a encore l'autre possibilité, c'est de voir Vlahovic résilier avec la Juve pour signer au Milan et faire de la place dans la masse salariale notamment. Bon, après, Randall, contrairement à Renato par exemple, il a des pistes. En Angleterre, ils ont bien vu que il a quand même des qualités. Alors autant je crois pas à une piste comme Chelsea. United, je suis un peu perplexe, on va dire. Mais un club comme Newcastle, un club comme même Tottenham dans le fond, est-ce qu'il pourrait pas l'accueillir? Même un club comme Aston Villa. Alors ça serait peut-être pas en transfert, ça serait par exemple en prêt. Mais Randall, il a comme surtout avec un mec comme Unai Emery qui a joué contre lui, je pense qu'il y a moyen de le faire partir. Et il est pas blessé Randall. Et même il a fait un bon prêt, il a marqué 10 buts en 20 matchs à la Juve. Il est toujours en équipe de France, il marque régulièrement. Tout le monde le sait que le problème de Randall, c'est le contexte collectif du PSG qui est pas du tout adapté à eux. Mais il est bon, il est exfiltrable, j'ai envie de dire. Daryl, tu partages cet avis ou pas trop? Ouais, ouais, je partage totalement cet avis. Il est exfiltrable, mais le souci, bah, c'est la volonté du joueur qui a l'air Ah quand oui, même très accroché à la Juve. Alors bon, ça c'est des choses qui peuvent évoluer, notamment à l'approche de la fin du mercato, parce que je pense qu'il a tout à fait conscience que l'entraîneur ne compte pas sur lui. Donc il sait très bien que s'il reste, c'est au moins 6 mois très compliqués qui l'attendront. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il infléchira sa position, mais là, oui, on est dans une position un petit peu complexe entre bah, un joueur qui veut un club et un club qui n'a tout simplement pas d'argent. Voilà. Donc bon, là, je pense que c'est oui, les négociations, c'est assez logique qu'elles patinent, compte tenu du fait que, bah, fort logiquement, vu l'énorme investissement consenti pour acheter Kolo Muani, bah, il est nécessaire de le vendre vraiment à un très bon prix, enfin en tout cas à minimum 50 millions. ouais. Donc Donc, je là, ouais, cherche. je pense que c'est ce qui nous reste à amortir dans ces eaux-là. Donc oui, Je, pour pas faire une perte. J'en ai parlé Bah, aujourd'hui justement l'amortissement avec l'ami Jean Chemarin en milieu de journée sur combien il nous restait à amortir. Parce que en fait, si vous prenez le 4, on a amorti 40% de la somme totale. Selon les moments, des fois il est estimé à 80, des fois 95. Bon, bah, je pense que c'est pas 80, enfin 95 à mon non, avis, je pense c'est que la somme c'est. avec bonus. Ouais, Et c'est j'ai ça. du mal à concevoir que les bonus, que quelconque bonus ait pu tomber. Sauf quelque chose de vraiment très facile à atteindre, mais enfin là, Si je prends 80 millions d'euros, on a encore 48 millions d'euros à comment ça s'appelle? à amortir. À Ouais. amortir. Donc Si je prends 90, on est à 54. Donc c'est pour ça que le PSG, je veux au moins 50, 54. c'est ça, voilà. Voilà, Ah, retomber vraiment sur nos pattes, quoi. Ouais, ce l'ami sera Jean difficile de Chemarin m'a faire dit que j'ai complètement rêvé, c'est de Gonzalo Ramos dont on a parlé et pas de Colomani. C'est vrai, mais ça me faisait penser que comme ils sont arrivés le même été, le calcul est le même. Merci mon Chano de me c'est ça. rappeler que je raconte n'importe quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà, mais donc pour Kolo Muani, oui, là, je pense que c'est juste une question de temps, à mon avis, hein. Ouais, ouais, Là, ouais. le dossier est logiquement bloqué, mais c'est typiquement le genre de cas qui va se décoincer un peu plus tard quand bon, l'agent, à mon avis, n'aura pas non plus trop de mal à trouver un endroit où le placer. Et puis la valse des attaquants dont on a parlé plutôt concernant Ramos, bah, ça concerne aussi justement Kolo Muani. Donc Ouais. voilà, on va voir, mais je j'ai pas trop de doutes personnellement, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'il reste quand même pas mal de temps. J'ai pas trop de doutes sur le fait qu'à la fin du mercato, quand on fera le débrief du mercato et le bilan global,
Kolo Muani sera dans les départs actés. Ouais. Tiens, une question intéressante sur la me dit le Kolo Muani actuel, il est à quel niveau par rapport à celui qu'on avait acheté? Alors, pour moi, il est exactement au même niveau. La différence, c'est qu'il joue plus à Francfort. Mais je vous dis, la magie noire de l'Eintracht, c'est intestable. C'est absolument intestable. Vous l'envoyez là-bas, enfin, ils ont fait de la magie avec des Adrien Silva, avec des mecs. Aujourd'hui, personne n'en veut. Donc, non, non, c'est le même joueur. C'est juste qu'il n'arrive pas à s'imposer au PSG parce qu'on a un contexte collectif très compliqué. Très, très, très compliqué, le PSG. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte le niveau technique nécessaire pour jouer au PSG, par exemple. Donc, oui, non, non, André Silva ou Adrien Silva? Oui, André Silva. Adrien, c'est celui qui dit Il bonjour. était au Sporting, oui. Voilà, c'est celui qui dit bonjour à notre ami Simon en club. Mais bon, voilà. Leipzig, je peux pas assurer un salaire comme celui de Colomani. C'est trop cher pour eux. Ça, ils en avaient parlé aussi. Ouais. Voilà. Celui qui était à Toulouse aussi. C'est possible qu'il joue à Toulouse, Adrien Silva, mais je me souviens de lui à Bordeaux surtout, pas à Toulouse. Et à Monaco, ouais, aussi, ouais. Bon, bref, pas un grand joueur. Mais je crois un champion d'Europe 2016 malgré tout. Sur Colo, on a Oui, un peu tout à fait le fait. tour. Ouais, il me semble qu'il est dans le groupe, hein. Oui, 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 oui. On a fait le tour sur Colo. On a qui? On parle un peu de l'ami. Bon, on a déjà fait un. Il a jamais joué à Bordeaux. J'étais persuadé qu'il allait jouer à Bordeaux. Mais c'est peut-être effectivement, vu l'état de Bordeaux depuis des années, il devait pas avoir le fric pour le faire signer. On parle vite fait de Moscardo. Bah, Moscardo, il a signé à. Il est prêté à. Comment ça s'appelle à Braga, au Sporting Braga, qui est un peu la quatrième force du Portugal depuis maintenant un certain temps. Et pour l'instant, il n'a pas joué, mais ils ont joué que 2 matchs de Coupe d'Europe. Contre le Levski Sofia, ils ont fait 0-0 à l'aller et ils passent 1-0 au retour en passant en prolongation. Donc ça a été un peu compliqué, mais c'était assez attendu qu'ils jouent pas beaucoup comme ça sur ces matchs un peu compliqué, on va dire. Donc Gabriel Moscardo, tout est normal jusque-là. On va espérer qu'il joue, tout simplement. Ensuite, bah tiens, Lee Kangin, est-ce qu'il reste ou il part? Alors Lee, ce week-end, donc il est en Corée du Sud là. Il était notamment au dernier match de Son avec Tottenham. Il a pu regarder son, son pote du ping-pong jouer son dernier match, puisqu'on l'a vu en tribune. Lee a dit de lui-même qu'il comptait rester la saison prochaine au PSG. On a eu très peu de rumeurs sur Lee depuis le début de l'été. Donc faut croire que le fait qu'il ait pas fait une saison terrible, ça s'est vu. Je sais qu'il a toujours une cote en Angleterre. On a entendu ça un petit peu de Naples au début du mercato, mais ça c'est pas. Je crois que je me demande si c'était en juin ou si c'était pas même en mai encore. On a eu Al Nasser. J'avoue que j'avais même pas entendu Al Nasser sur Lee, pour tout vous dire. Donc bon, ça a pas l'air de bouger beaucoup pour lui. Faut voir un peu le mercato des seconds couteaux anglais une fois que les premiers choix se sont servis. S'ils vont récupérer de l'argent tous, vous vous doutez bien. À voir ce que ça donne. On me dit Tottenham avec le départ de Son. Tottenham a cherché plutôt un milieu offensif axial ou un milieu axial, notamment Gibbs White, qui devait signer mais qui a été retenu à Nottingham par l'inénarrable Marinakis. Voilà, à voir. Franchement, comment il s'appelle, Lee, pour l'instant, on l'a très 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 peu vu dans les rumeurs. Les Wolves, c'est possible avec Mendes en plus. Je crois que vu comment Lee Kang-in se considère, il n'ira pas à Wolverhampton, non. Je ne crois pas, non. C'est pas assez bien pour lui, à mon avis. Mais bon, on verra. Et est-ce que ça peut totalement éteindre la rumeur à Cliouche, un non-départ de Lee? Oui, oui, parce que le PSG compte pas empiler les joueurs. Mais en revanche, est-ce que Akliouche est vraiment un objectif prioritaire du PSG? Ouais, ça n'a pas l'air. Hein. La Bah, rumeur à Cliouche, elle est sortie il y a un petit moment, mais là, elle vivote à peine. Hein. C'est pas un joueur dont le nom ressort régulièrement hein, en ce moment. Ce qui est assez logique vu les demandes de Monaco d'ailleurs. ouais, ouais. Et puis surtout, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que le PSG, ils étaient prêts à mettre les 60 millions de dollars de clause plus TVA plus tout ça pour euh, pour Mastantuono. Cet argent, ça veut dire qu'il est disponible. Et Lille n'était pas parti hein, quand il y a eu cette rumeur. Hein. Et c'est un peu plus qu'une rumeur d'ailleurs. Mastantuono, il est vraiment passé à ça de signer au PSG. Là, je vous mime un petit écart avec mes doigts. Le Akliouche, c'est à peu près le même prix. Tu peux au moins. Je pense qu'à 60 millions, Monaco, ils le mettent dans l'avion. Hein. Bah, l'offre, elle n'a pas existé. Donc,
à quel point le PSG est intéressé par Akliouche, il y a un moment, il faut s'intéresser aussi. Alors peut-être aussi que tout le monde attend que Monaco baisse ses prétentions pour Akliouche. Mais il y a un moment, quand tu es prêt à mettre 60 millions d'euros sur un petit Argentin de 18 ans, qui a quand même un profil pareil, un peu ce genre droitier, gaucher qui évolue à droite, qui a quand même une facilité axiale assez importante, enfin une attirance axiale assez importante. Bon, clairement la priorité, en tout cas, c'était pas Akliouche. Donc, à voir. Et moi, je le répète, mais Akliouche, s'il avait voulu signer au PSG, ou si le PSG lui avait dit, écoute, il y a des agents qui ont plus ses entrées chez nous que d'autres. Il aurait pas signé que le même agent que Zakaria, qui est très bien implanté à Monaco, tout ça. Il aurait signé que Mendes ou avec Sissoko ou avec le mec là, l'agent de Nuno, ce genre de personne. Enfin, j'en ai déjà parlé de cette théorie de l'agent quand, comment il s'appelle, quand Xavi Simons avait signé à Leipzig, tout ça. Quand il avait quitté Rafaela Pimenta, qui connaît très bien le PSG, pour signer avec un agent anglais, j'avais dit, c'est pas pour ça, c'est pas pour que ça dure très longtemps à Paris. Résultat, il a jamais rejoué au PSG. Donc, je trouve que ça prend pas du tout le chemin d'un transfert à Paris. Après, il y a des fois des agents, notamment Jorge Mendes, qui sait très bien surgreffer sur des deals pour que le deal ait lieu, pour que le mec aille dans tel club. Donc, avec ce genre de type, on sait jamais. Mais globalement, je trouve que ça prend pas le chemin général. Oui, non, Donnarumma faisait partie justement de l'empire Raiola de Mino. Et au moment où Mino est mort, paix à son âme, il y a l'empire qui s'est découpé en deux grandes parties. Il y a ceux qui sont partis avec le neveu de Mino, donc Enzo, dont Donnarumma, et il y a ceux qui sont partis avec Rafaela Pimenta, notamment Xavi Simons et quelques autres. Je crois qu'Haaland est parti avec elle. Voilà. Donc non, Gigio, il est de l'autre côté de la branche Raiola, la famille. Il est pas de la branche de l'avocate qui est Rafaela Pimenta. Voilà. Pogba aussi, je sais plus lequel est parti. Voilà, bref. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, à Kliouche, on a beau, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que je verrais bien au PSG, mais pour l'instant, bah y a rien qui l'envoie spécifiquement chez nous. Voilà. Cherki et Texisoko, pourtant il n'a pas signé au PSG. Ah oui, après il y a des fois le joueur il a aussi un avis important. Et quand il a refusé le PSG dans les circonstances de l'an passé, ça ferme des fois des portes de façon définitive. Mais globalement, je vais vous citer l'exemple de Barcola. Barcola, au mois de mai, en 2023, il a dit, ouais, je veux rester à Lyon. Donc les Lyonnais étaient d'accord, étaient contents. 3 semaines plus tard, Bradley Barcola, il prend Jorge Mendes comme agent. Bon alors, les moins futés des Lyonnais ont cru que c'était parce que Lyon était un grand club. Et que donc, grand club dit grand agent. Les plus réalistes ont dit, ah bah non, tu prends pas Jorge Mendes pour négocier une prolongation de contrat à l'OL. Hein. Tu prends Jorge Mendes pour aller dans un grand club. Résultat, bah, Barcola, ça s'est joué entre le Chelsea et le PSG. Et Campos l'adorait, Luis Enrique l'adorait. Bah, Barcola, bizarrement, avec Jorge Mendes, il a fini au PSG vite fait, bien fait. Alors depuis, il a changé d'agent, il est passé dans la crèmerie d'en face, donc Sissoko. Mais, en général, l'agent que tu prends te dit un peu les ambitions que tu as, la gamme de joueurs que tu es, et vers quoi tu peux prétendre. Voilà. Si je dis, j'en parle régulièrement, mais tu prends des agents très implantés sur le marché britannique, c'est pas pour signer au Napoli, hein. C'est pour signer en première ligue. Au PSG, c'est pareil. S'il y a un mec dans le vestiaire qui a 5-6 joueurs qui le représentent, c'est pas le hasard. C'est parce que il sait très bien qu'il a des bonnes relations avec la direction ou la présidence, parce que c'est pareil, ça aide. Et ça te permet d'aller dans le club, c'est tout. Voilà. Alors après, attention, hein, je dis pas qu'il faut l'agent pour aller au PSG. Il y a aussi le niveau sportif, la connexion en termes de ce dont le club a besoin, ce que toi tu es, etc., etc. Mais il y a un moment, il faut parler chiffres, et il y a certaines personnes qui parlent mieux chiffres que d'autres, on va dire. Sur ce, Lyon a fait le tour, à part Daryl, si tu veux rajouter quelque chose? Oui, non? Non, c'est bon. Ben non. Bon, faut quand même partir, monsieur. Pas toi, Daryl. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. On est d'accord sur ce sur ce point-là. Il dit Voilà. si on pouvait améliorer cette position, ce serait une excellente chose. Oui, oui. Exactement. Dans les départs, on a qui d'autre? Bon, Solaire, on a parlé. Lyon, on en a parlé. Gigio, on en a parlé la semaine dernière. Il n'y a rien qui a spécialement changé. On a eu voilà. Donc voilà. Alors, dans les arrivées, Zabarni, toujours pas là. Il a joué contre West Ham hier soir. Tu t'inquiètes ou pas du tout? Tiens.
Question un peu intéressante. Vous aussi sur live. Est-ce que vous êtes inquiet de toujours pas voir Zabarny à Paris? Moi, personnellement, je suis pas. Il est trop tôt pour être inquiet. Alors, c'est vrai que je m'imaginais que le club finalise ce transfert avant la reprise. Bon, là maintenant, comme elle est dans moins de 48 heures, ce sera très probablement pas le cas. Mais non, je suis pas encore inquiet parce que bah, on sait que le joueur veut venir, que les positions des deux clubs ne sont plus trop éloignées et compte tenu de la grande volonté des deux Luis de faire venir Zabarny, je pense que on va pas être à 5 millions près et que le transfert ne va pas capoter en raison de cela. Donc non, pour l'instant, je vois Zabarny être parisien à l'issue du mercato. La question, c'est quand. Et là, bon, c'est vrai que c'est un dossier dont on parle depuis très longtemps, depuis même avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Même depuis 2023 et 24, hein. Depuis décembre Oui, 2024. oui, c'est vrai qu'on peut même remonter jusqu'au mercato d'hiver. Donc bon, là, ça traîne beaucoup, mais bon, j'ai plutôt tendance à penser que ça fait partie de la nouvelle, plus si nouvelle maintenant, mais en tout cas voilà, de la stratégie actuelle du PSG qui cherche vraiment bah, à ne plus surpayer, à mettre le juste prix, quitte à retarder des transferts s'il le faut. Mais donc personnellement, je pense que ça va aller. Et la question en fait concernant Zabarny, pour moi, là où je m'interroge, c'est plus sur le cas Safonov, quoi. Ah, Je pense que ce sera plus problématique en fait d'exfiltrer Safonov, parce que je vois pas trop en fait où est-ce qu'il va aller là. Puis bon, le joueur, j'ai aucune idée en fait même du genre de club où il serait prêt à aller en fait de ses prétentions. ouais. Parce que si c'est un joueur, enfin s'il est un peu aussi sélectif bah, qu'un Asensio, là on risque d'être face à une certaine difficulté. Donc Après, voilà, c'est plus par rapport au cas Safonov que je m'interroge que sur Zabarny lui-même. Safonov a l'air de vouloir jouer, hein. Et il sait que gardien, c'est soit tu joues, soit tu joues pas, quoi. Donc, on me dit Safonov finira Nice. Non, non, Nice a pris le très bon Ivan Diouf, ils vont pas prendre Safonov en plus. On me dit, ouais, je sais que Romain a dit que le cas, ça a jamais été un problème, le cas Safonov pour Zabarny. Ça, c'était au moment où il y avait un problème d'intermédiaire. Mais en tout cas, les Ukrainiens, donc ça c'était, en fait, Zabarny il y a eu un problème d'agents qui ont changé en cours de route, et les anciens agents avaient utilisé cette excuse pour pas qu'ils signent à Paris. Depuis, les anciens agents ont sauté parce que le mandat finissait. Zabarny donc est représenté par d'autres personnes qui sont d'accord avec le PSG, mais les Ukrainiens l'ont redit encore et ils suivent de très près leurs joueurs parce qu'ils sont quand même logiquement vu leur situation très patriotes et que c'est des joueurs importants. Ils l'ont redit, il n'y aura pas de Zabarny et de Safonov dans le même vestiaire. C'est pas possible. Alors après, je sais pas s'ils disent pas à la moindre minute ou pas à la fin du mercato, tout ça. Mais si par exemple le PSG se retrouve avec Chevalier et Donnarumma, Safonov, je vois pas comment il va pas rester pour faire le troisième gardien. Il sait très bien qu'il aura pas une minute de temps de jeu. Donc, à voir. Moi, j'avoue que le fait que le PSG se presse pas pour Zabarny, ça me paraît très logique, puisque s'il arrive, on va le faire s'entraîner avec les trimards, donc c'est pas possible. Bon, là, on va reprendre l'entraînement dans 2 jours. Est-ce que ça va bizarrement, soudainement se débloquer? Je serais pas surpris. Mais je trouve que c'est pas plus mal qu'il fasse sa petite préparation avec Bournemouth plutôt qu'il perde son temps chez nous à tourner en rond et à pas faire grand chose, quoi. Donc ça me choque pas du tout qu'il soit pas encore là. Voilà. Tiens, est-ce que si l'Ukrainien vient, ça va faire partir Beraldo? Non, non, Beraldo joue axe gauche et Zabarny joue axe droit. Il y a aucun autre club sur lui. Ah si, il y a plein d'autres clubs. Il y a plein de clubs sur Zabarny. Zabarny, on a eu du Newcastle, du Liverpool. Je crois qu'on a eu du United aussi à un moment. On a eu. Oui, c'est un joueur très bien coté, hein. Ah non, c'est un joueur très. Il y a toute la première ligue qui le récupérait les bras ouverts, mais lui, il a dit, moi, je veux que le Voilà. PSG. Voilà, c'est ça la différence, parce que c'est un joueur qui a
Ah, on me dit Il a quand Chelsea, même j'avais pas vu, certaines mais voilà. références en première ligue. Ah oui, oui, Chelsea aussi, oui. Mais voilà, c'est un joueur qui a montré de très belles choses en première ligue et on sait que c'est un championnat très chauvin. Hein. Et donc, les joueurs qui ont un peu le pass première ligue, qui ont démontré sur place, surtout en plus dans des clubs un peu de dimension un peu inférieure, c'est généralement quand on les estime prêts à passer le cap au-dessus, le Big Six se rue sur eux. Et on Ouais. voit toujours tous leurs noms dans les rumeurs mercato. Donc, Mm. bien sûr que Zabarni est un joueur que les grands clubs anglais, Rêve de prendre. euh, voilà, exactement. Et c'est marrant, une personne tout à l'heure m'a dit, mais on parle de Konaté ou de Van Dijk? Bah, Van Dijk, je vous laisse aller chercher au Liverpool, il est allé le prendre. Mais un 10, Voilà. c'est plus petit que Bournemouth à l'époque. Hein. C'est même un club très, très. Ah, bah non, parce qu'à l'époque, ils jouaient là, ils étaient en Europa League. Ah oui, c'était C'était Southampton un club. était en Europa League. Ouais, ouais. Ah, je Ouais, les voyais un peu à plus bas, l'époque, tu vois. Southampton était un peu, Mais c'était typiquement, justement un peu le meilleur club en dessous du Big Six, quoi. Ils étaient régulièrement, ils avaient joué même une finale de Coupe de la Ligue ouais, contre c'est vrai. Manchester. C'était un club plutôt qui recrutait bien, Mais qui avait la réputation d'être bien géré. Daryl, Voilà. Oui, c'était le club tremplin de l'époque. C'est c'est ça, exactement. exactement ce qu'est Bournemouth aujourd'hui, quoi. Donc voilà. C'est ça. Après, oui, c'est sûr que Et c'est long, Bournemouth, c'est ou peut-être pénible et tout ça. Brighton, voilà. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est long et pénible, mais malheureusement, c'est aussi ça le mercato. Des fois, c'est de la patience. Il y a des fois des dossiers qui avancent pas pendant des semaines parce que les types sont en vacances. Hein. Faut quand même en avoir conscience. Hein. Donc, ouais, c'est comme ça. Mais bon, aujourd'hui, on est toujours allez, optimiste pour Zabarni. Pour Chevalier, il y a rien eu de spécialement nouveau à ma connaissance, puisque bah il est toujours à comment dirais-je. Non, c'est pas une IA à l'image, c'est une interview du site officiel de Bournemouth. Et comme en fait on n'a pas d'images sur lesquelles on a les droits avec l'ami Zabarni, on évite de voler les images des photographes le plus possible. Et voilà pourquoi vous avez une image d'une interview assez peu intéressante. Voilà, tout simplement. C'est pas par plaisir, c'est juste que on n'a pas envie d'acheter une photo de façon exceptionnelle à une agence de presse qui va nous coûter les yeux de la tête. Donc, en attendant qu'il joue sous nos couleurs, vous aurez cette image pas très intéressante. Aucune piste pour un arrière gauche remplaçant. Non, franchement, j'ai pas vu un seul arrière gauche euh, remplaçant. Euh, Là, de toute façon, globalement, les solutions, que ce soit pour l'arrière gauche ou l'arrière droit, enfin, on dirait bien quand même que Luis Enrique compte plutôt utiliser des milieux de terrain pour jouer les doublures de Hakimi et Nuno Mendes. Ouais, arrière droit, on a eu, je crois que c'était Fabrice Hawkins de RMC qui le répétait, que le PSG surveillait le marché des arrière droits. Bon, surveiller le Oui, c'est ça, marché, s'il y a ça une veut un peu, opportunité. bon, ça veut un peu tout et rien dire hein, dans le fond, surveiller le marché. Mais bon, on bascule sur les questions-réponses ou t'as encore des trucs à raconter sur les arrivées et les départs, Daryl? Bah non, là, le mercato, comme tout le monde a pu le constater, est un petit peu au point mort, notamment que les questions arrivées. Hmm. Donc, je pense que il faut surtout être Alors, patient et avoir conscience que, bon, comme notre saison s'est terminée très tard, c'est pas forcément illogique que notre mercato aussi soit long. soit décalé. Hein. Là, Ouais. Bon, reprendre de l'entraînement seulement après-demain. Bon, voilà, les choses vont bouger. très bien. Alors, juste avant qu'on réfléchissez à vos questions, je voudrais remercier les subbers. Alors, premièrement, merci à Iki972, merci à Travco, merci à Ferry, merci à Wan, merci à Tonton Pierre et merci à Kalidou. On dit ça va bouger demain. Votre mercato de rêve, c'est quoi? Moi, le mercato, je rêve que ça dure qu'une semaine. Je n'en peux plus. J'étais petit, j'aimais bien, mais là, je n'en peux plus du mercato. Est-ce que le pire, c'est les dossiers genre Colomwani qui durent 1000 ans pour que les mecs disent le prêt? Non, toujours pas. Le lendemain, le prêt, toujours pas? Non. Le surlendemain, toujours. Mais si on dit, on met une option comme quoi? Non, toujours pas, non. Ouais, c'est bon, flemme, je n'en peux plus, quoi. C'est le mercato avec la Juve qui fait les pinces, là, vient nous voir tous les matins. S'il vous plaît, non, toujours. Non, c'est bon, allez, cassez-vous, revenez quand vous avez de l'argent, quoi. Insupportable. Bref. Alors,
On me dit, question, tiens, quand on recrute en jeune, est-ce que c'est aussi Campos qui gère ou d'autres gens? Il y a forcément un moment où, en tant que directeur sportif, il est impliqué, mais normalement, c'est plutôt d'autres gens, notamment Johan Cabaye et tout ça, qui, pour les jeunes comme ça, d'un certain niveau, quoi. Bah, par exemple, là, il y a un petit qui a signé, qui arrive d'un club de Normandie, dont le nom m'échappe. En fait, je l'ai vu faire une interview dans Ouest France, version locale. Et il parle pas de Luis Campos, hein. Il dit le PSG, machin, mais c'est plutôt les recruteurs du PSG à des petits niveaux U19 et tout ça. Voilà. Le Brésilien Ryan. Ah oui, on en a parlé aujourd'hui, là, le Ryan Vitor. Attention, il y a deux Ryan. Il y en a un qui est extraordinairement fort, qui est un joueur qui joue pas, je sais plus dans quel club il est, mais qui s'est fait les croisés il y a quelques jours. Et il y a le Ryan Vitor, donc de Vasco de Gama, qui est celui que le PSG surveille, parce que ça a quand même été un petit peu confirmé un peu partout au Brésil, d'où le fait qu'on en a fait une news, qui est un joueur, qui est un ailier droit, mais type balèze. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce que le PSG voit en lui, des quelques vidéos que j'ai vues. Mais en tout cas, lui, il arrive en Europe, il est pas gêné physiquement, quoi. Donc, mais ce que disaient les articles brésiliens, et les Brésiliens adorent papoter à la presse, tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune offre, pas vraiment d'approche formelle auprès de l'entourage du joueur ou du club. Voilà, c'est Ryan Francisco qui est extraordinaire. Et donc c'est le PSG s'est renseigné, a pris quelques renseignements sur peut-être le prix, tout ça, voilà. Mais pour l'instant, il va pas signer demain, quoi. Voilà. Tiens, question un peu pour toi, Daryl, pardon. Si Wissem était le relanceur de la charnière de Bournemouth, comment imaginer la collaboration Pacho-Zabarni? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Non, je les trouve pas hyper complémentaires personnellement. Mhm. Mais je pense que y a une marge de progression pour les deux joueurs. Déjà, on a constaté cette saison que le Pacho du début de saison et le Pacho qu'on a pu voir à la Coupe du Monde des clubs, notamment en termes de relance, n'était plus du tout le même joueur. Ouais. Il a fait des progrès énormes dans ce registre. Et puis, je pense que Zabarni, c'est pas non plus un joueur qui est maladroit avec ses pieds. C'est surtout que Hussein, en fait, est extraordinaire et que logiquement, il a plus été responsabilisé dans ce domaine-là. Mais Zabarni, enfin bon, moi, je pense que personnellement, Gelon, vu notre style de jeu, oui, bah ouais, Jelon, il est plutôt bon. Et puis, vu notre style de jeu, j'aurais quand même tendance à privilégier l'aspect défensif, la capacité à être rapide, bon au duel et puis surtout à couvrir les grands espaces. Et à mon sens, même si je trouve que Zabarni et Pacho ont des profils sur certains aspects qui se recoupent, je pense pas que ce soit en fait un véritable problème. hmm. Tiens, indirectement, on parlait tout à l'heure de Sesco et Ramos. Newcastle a augmenté son offre à 80 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus pour Sesco auprès de Leipzig. Mais le joueur n'a toujours pas donné son accord pour y aller et je pense qu'il attend toujours un autre club. Donc ça risque de durer encore un peu. Voilà, on en parlait, donc je me permets de faire cet aparté. Euh... Autre question. Guéladoué en backup de Hakimi, est-ce que ça vous tenterait? Tu veux répondre ou je réponds? Oui, Oh, bah, non. tu peux y aller, je pense que tu peux y aller. Alors, Personnellement, non, pas parce euh, que, enfin, c'est non. absolument pas le même profil. Guéladoué, c'est un arrière droit plutôt défensif. Il joue central droit C'est quand ça. il joue avec Strasbourg. Donc à partir de là, non, on peut pas en faire un remplaçant de Ashraf. Globalement, enfin moi je sais que cette thèse ne. Remplaçant de Ashraf, pour moi, il faut un profil de milieu. En fait, c'est impossible. Il n'y a pas d'autres joueurs comme Ashraf Bah ouais. dans voilà, dans le monde du football aujourd'hui. Donc, avoir un joueur, enfin, pour avoir un joueur qui est capable de, selon le moment donc que ce soit la construction ou la finalisation, etc. Et selon la position du ballon, d'être à la fois arrière droit, milieu offensif, neuf. Alors pour moi, ce genre de joueur un peu polyvalent, un peu couteau suisse, c'est surtout un milieu de terrain qui peut assumer autant de fonctions.
Donc Ouais. un latéral droit qui plus est au profil surtout défensif, pour moi c'est pas du tout adapté. À la limite, un arrière droit au profil offensif qui sent bien les coups pourrait peut-être donner satisfaction, en tout cas avec ballon, et il faudrait voir ce qu'il proposerait défensivement. Mais par contre, un arrière droit de type défensif, non, c'est pas possible. Mm. On nous dit pourquoi pas si Gela est plus défensif, tu peux faire monter plus Nuno plus haut de l'autre côté. Mais le problème c'est que c'est pas une question. Enfin, il y a effectivement cette symétrie qu'on peut changer. Mais Hakimi, on lui demande beaucoup de choses que Gela ne sait pas faire. Et le problème de Guéladoué aussi, c'est qu'il va jouer la CAN. Et qu'au moment où tu as besoin du remplaçant de Hakimi, c'est Ouais, pas pour que l'autre soit aussi en à la plus. CAN. Ah ouais, ah oui, 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 en plus, il y a ça. Oui. Là, c'est Donc c'est un pour peu ça, ridicule. c'est totalement éliminatoire. Marquis pourrait pas dépanner à droite. Si on était en 2015, oui, mais là on est enfin attendez, Marquinhos, il faut Ouais, réaliser qu'il a ça quand fait même bien trop. longtemps que c'est pas arrivé. Voilà. Ouais, on parle de Thiago Santos, mais Thiago Santos, un mec qui, tu viens de te faire les croisés, t'as aucun rythme, on te demande de jouer une fois tous les 36 du mois quand le mec le plus endurant de la planète football est pas là, enfin, je suis à sa place, jamais je signe au PSG. Ou alors tu vas le surpayer en termes de salaire et tu vas le regretter parce que tu pourras jamais le. Voilà. Ah là, tiens, une question intéressante. J'en ai noté quelques-unes, il y en a une sur laquelle je voulais revenir parce que on me l'a posé cet après-midi. On me dit, et je comprends très bien la question parce que pourquoi on a des infos qui discréditent Campos et le font passer pour un incompétent incapable de conclure un dossier, reprise du dossier Zabarni par Nasser, auparavant Skriniar et Ogarté. En fait, c'est pas. Je sais que certains le font tout à l'heure. On a mis un titre. En fait, je pensais pas qu'il allait être mal compris comme ça. En mettant en mode Nasser intervient encore dans le dossier Colomani. Parce qu'en fait, Nasser Al-Khelaifi, contrairement à Luis Campos, il a la capacité de débloquer de l'argent en fait déjà. Donc c'est quand même un truc très important. Et c'est une personne qui a l'habitude de négocier des deals, des grosses sommes d'argent. C'est pas forcément le cas de Luis Campos. Et surtout, Luis Campos n'est pas forcément à l'aise dans ce genre de négociation. En fait, chaque personne au sein du trio avec Luis Enrique a des qualités un peu fortes, a des capacités, des contacts aussi, qui permettent de faire avancer les dossiers. Par exemple, un truc très simple, c'est connu que Olivier Létang et Luis Campos peuvent pas se blairer, par exemple. Quand le dossier est bloqué, bah tu passes, t'envoies Nasser Al-Khelaifi qui va lui directement parler au grand patron de Lille. Bah, le grand patron de Lille, il dit à Olivier Létang, en fait, c'est temps et c'est comme ça, tu te débrouilles, quoi. Tu fais les papiers, c'est tout. Donc, c'est pas une question de Nasser est plus compétent ou moins compétent. Nasser Al-Khelaifi, il s'est mêlé de certains dossiers, il a voulu faire aboutir certains dossiers, ça a été une catastrophe. Le cas le plus connu, évidemment, c'est Colomani, où il a poussé pour finir le dossier, il s'est retrouvé à surpayer parce que Marcus Kröche, le directeur sportif de Francfort, a manœuvré tout le PSG comme un roi. On a payé 95 millions pour un mec. Bah, bon, voilà où on en est. C'est juste que chacun a des qualités, des défauts. Et oui, Nasser Al-Khelaifi, en tant que président, en tant que personne qui négocie des gros deals, parce qu'il n'a pas commencé, il n'est pas passé de joueur de tennis au Qatar à président du PSG. Il a quand même fait beaucoup de trucs avec beIN Sport à l'époque Al Jazeera Sport. Il négocie pour comment ça s'appelle, pour les trucs de télé là, de Miramax, pour beIN Sport Monde et tout ça. Donc il a l'habitude de négocier des gros trucs, il est très à l'aise, il est très dur en négociation. Et voilà, en fait, c'est pas une question de discréditer l'un pour. Alors, évidemment que des fois, il y a des informations qui sont un peu de nature à flatter l'un ou flatter l'autre. Mais bon, voilà. Euh, pour autant, ça veut pas dire que Campos est une pipasse, comme j'ai pu le lire, parce qu'il a pas bouclé le dossier Zabarni. Campos, il sait très bien que le temps joue aussi en sa faveur parce qu'il savait que le mec peut pas venir puisqu'il n'a pas d'entraînement à faire. Et bah tu fais durer et puis bah quand il faut conclure, il voit que c'est un peu bloqué. Nasser Al-Khelaifi intervient pour débloquer les choses. Voilà. Des fois, ça va pas sortir, mais c'est Luis Enrique qui, en ayant un coup de fil avec le joueur, lui retourne la tête et dit ah non en fait je veux signer là quoi. Il y a des fois, c'est Luis Campos qui va dire lui il faut le prendre parce que pour moi il a tout le profil et tout et il faut faire une impasse, il faut fermer les yeux sur certains trucs, des qualités qu'on estime manquantes mais il est trop fort, bah on va le prendre. Bah voilà, on y va quoi. Euh,
Donc c'est une complémentarité, c'est pas une question de l'un est trop fort, l'autre est trop nul, machin chose. C'est pas Nasser qui met sa cape de Superman, le slip rouge et qui y va régler une négociation. Ça se passe pas comme ça. C'est une complémentarité entre les droits, c'est des rôles différents et pour l'instant ça marche très bien. Donc il n'y a pas de raison de. C'est très mal interprété. Globalement dans la communauté PSG, le moins apprécié c'est Luis Campos. Je pense que les propos de Luis Enrique sur la place publique devraient faire un peu taire les critiques, quoi. Si vous regardez les champions de France depuis des années, le seul mec qui a réussi à piquer des titres au PSG, c'est Luis Campos. Déjà, ça dit des choses. Et quand Luis Enrique, qui a quand même connu pas mal de choses, dit non, non, mais moi je veux absolument qu'il reste, voilà. Et oui, Campos finalise très rarement les transferts. Enfin, faut pas oublier un truc, Luis Campos, c'est un ancien scout, un recruteur. Lui, ce qu'il aime, c'est fouiner, chercher, imaginer des collaborations, enfin des complémentarités, tout ça, tout ça. Donc c'est normal que pour certaines négociations, il soit pas du tout adapté. Et il faut aussi savoir que Luis Campos, c'est quand même quelqu'un d'assez conflictuel. Donc, dans des négociations, est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas forcément toujours le cas. Mais c'est pas une question de ouais, Nasser vient sauver les fesses de Luis Campos. Est-ce que Luis Campos a pas sauvé les fesses de Nasser aussi en montant un effectif qui est allé au bout en Ligue des Champions? Il y a aussi cette question qui se pose par exemple. Donc voilà. Ah, est-ce que Jachari serait intéressant pour nous? Bah la question se pose pas parce que alors oui c'est un excellent joueur, moi j'aime beaucoup, mais en revanche il veut toujours absolument signer au Milan AC, donc bien la question ne se pose pas vraiment. Daryl, il y avait d'autres questions qui arrivaient, ne t'inquiète pas. Ah tiens, bah, on me demande à moi, mais Daryl tu vas répondre. Tu penses que quel indésirable ne sera pas parti à la fin du mercato? C'est une bonne question ça, tiens. Ah ouais, ouais, effectivement, bonne question. Quel indésirable. Euh, ouais, là c'est une colle. On me dit Renato beaucoup sur le live. Il y a Moi je beaucoup de dirais, Renato. Ouais. ouais, moi je verrais plus Lee. Ah, ben moi, on me dit, il y a une personne qui dit Ousni, et ben je dis pareil, Ousni. Ah, Ousni, Ah oui, d'accord, oui. Alors là, tu ah, vois, mais, je l'avais même pas en tête. Ah oui, mais non, Ousni, mais oui, il a oui, un bien sûr. contrat délirant par rapport à ce qu'il a montré depuis qu'il est passé professionnel. Le prêt à Lille, ça a été un échec Bon, monumental. bon, je pense qu'on trouvera bien après. Hein. Enfin, Bah oui, mais on va payer 90% du salaire, quoi. Voilà. Ah oui, 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 d'accord, mais bon, enfin, par partie, est-ce qu'on parlait de partie définitivement Ouais, ouais, ou alors on va résilier. ou dans l'effectif? On me dit Donnarumma. Ça me fait trop mal au cœur pour mettre Gigio dans les indésirables. Ah bah quand même. Dans les alors oui, bon, si c'est les indésirables par rapport au club, moi je parlais de joueurs, enfin, je pensais plutôt à des joueurs que nous, supporters ou observateurs, on ne désire plus. Ah oui, Ousni prêté au Havre et pas à Lille, excusez-moi. Oui, non, je pensais à Lille, mais non, c'est bien au Havre. Ouais, non, non, oui, on parle des joueurs dont. Enfin, je pense que Donnarumma, il fera la reprise avec l'équipe première. Hein. Il n'a pas été envoyé dans le loft et tout ça, quoi. Non, non, on peut pas. C'est quand même un vice-capitaine, c'est quelqu'un Oui, qui pèse. Tu vois, toi, oui, c'est un tu, indésirable. tu dis Ouais, Lee, Lee. ouais, Bah, j'ai un peu peur de que, ouais, ouais. ouais, bah, Kim Il y a Pembe pas me de dit-on. rumeurs, Ah, Kim Pembe, Ah non, effectivement. non, non, pour le coup, Kimpembe, je le vois partir. Ouais, mais il faut trouver un club, quoi. C'est ça le problème. Oui, Ouais. oui. Et après, j'ai vu qu'il était, je sais pas s'il était au Qatar, mais j'ai vu qu'il était au Moyen-Orient là sur Instagram. Donc, Il y aura peut-être euh, résiliation, enfin, un truc un peu à l'amiable, je sais pas, hmm. mais en tout cas, peut-être qu'il aura pas de club à la rentrée, enfin, à la reprise, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer être encore dans l'effectif, passer encore une saison un peu dans l'ombre comme ça, en ayant juste un rôle en dehors du terrain. Ouais, ouais. Est-ce que Beraldo c'est un ingérable? Non, non, Beraldo c'est un joueur Non, qui, si doit partir, c'est parce que c'est lui qui voudra partir. C'est pas du tout, on peut pas considérer comme un désirable. Ok, on me dit que Kimpembe va rester ou partir au Qatar. Pour moi, au Qatar, seule porte de sortie possible, vu son niveau actuel, c'est. ouais, c'est ça, le Moyen-Orient. Ouais. Alors, autre question. Est-ce que c'est toujours Pierre Reynaud qui recrute pour les jeunes? Oui, à ma connaissance, toujours Pierre Reynaud. Est-ce que Johan Kaba, il bosse bien? À peu près autant qu'il a été performant comme joueur du PSG à mes yeux, donc ça répond à votre question. Voilà. Moi, je comprends pas comment ce mec peut encore être en poste, vu les résultats des dernières années. Enfin, bref. Question intéressante. Enfin,
un peu différente, que je dis intéressante, c'est pas que les autres sont pourris, c'est juste que elle sort un peu de la masse. Et donc c'est vraiment pertinent et intéressant parce que c'est différent, c'est un truc qu'on va. Qui fixe le prix quand un joueur est en vente? Est-ce que c'est Campos? Est-ce que c'est Nasser? Est-ce que c'est le service comptabilité ou est-ce que c'est l'émir? Daryl, je te laisse répondre. À part si t'as pas d'idée. Mais je pense que bon. Ah enfin, c'est plutôt que collégial. Enfin, en gros, Oui, la valeur d'un joueur, c'est pas une personne qui vient et qui dit, voilà, c'est tant. Il y a oui, plusieurs aspects qui rentrent en jeu. Il y a la valeur, il y a le prix d'achat, qui joue pas mal évidemment sur la cote. Il y a les prix qui se pratiquent sur le marché mm. pour des joueurs de profil équivalent et de niveau sensiblement égal. Voilà, c'est tout ça qui gouverne un peu le Il y a, prix d'un joueur. Enfin, globalement, quand on voit des prix, mis à part quelques trucs un peu délirants, c'est quand même toujours le des sommes marché, qu'on ouais. peut un peu voilà, ça, voilà, qu'on peut voir sur le Mais marché et qu'on peut se figurer nous-mêmes, quoi. globalement, le directeur sportif, c'est là qu'il a un rôle très important. On peut quand même le dire, quoi. Non, non, mais tu vois, c'est Ah, plus lui que l'émir ou Nasser Al-Khelaifi, voilà. ah, mais c'est certainement pas l'émir, ça Ouais. c'est pas l'émir et la compta à la limite elle peut intervenir pour dire que voilà sur les histoires d'amortissement, etc. Sur toutes les questions d'échelonnement de paiement. Ça, c'est vraiment les petits détails, en fait, qui sont, enfin, dont on parle assez rarement, quoique bon, maintenant, ça vient de plus en plus. On est tous devenus un peu des experts de l'amortissement depuis quelques années. Tu sais que les Lyonnais Mais découvrent voilà. ça. J'ai vu des tweets là de Lyonnais qui découvrent l'amortissement. J'ai failli leur dire, c'est incroyable la province. Vous avez 8 ans de retard. Nous on a découvert ça avec Neymar en 2017 quoi. Bah, oui, oui, c'est ça. Exactement. Mais bon, Donc bon. Mais c'était oui, bon. voilà, c'est toutes ces histoires Moi-même, on commence aussi à avoir parlé des questions d'échelonnement de paiement, alors que c'est quelque chose Bah, dont tout le monde n'avait absolument rien à faire. Personne n'avait absolument quoi que ce soit à faire il y a quelques années. Maintenant, c'est des points cruciaux parfois de transfert qui peuvent éventuellement les faire capoter. Bon, hmm. donc là, oui, là, j'imagine plus le service, enfin, ouais, le service comptable du club intervenir sur ces questions-là, mais sinon, oui, c'est plus Et au le directeur PSG, sportif et tout ça. au Voilà. PSG, tu vois, la trésorerie, c'est pas un problème. Quand tu vois ils avaient ouvert des lignes d'approvisionnement de fric chez Qatar, chez QNB, Oui, après Neymar et tout ça. C'est là où vous vous rendez pas compte que le PSG a des facilités financières, c'est tout ce qui est trésorerie, tout ça. Bah nous on passe un oui, coup de oui. fil au bled et puis le pognon il tombe quoi. Enfin je caricature évidemment, mais c'est presque ça quoi. Oui, Donc nos problèmes, ils peuvent être qu'éventuellement comptables, en fait. Mais ouais c'est ça. évidemment qu'en termes de trésorerie, Il y a pas trop il de y aura problème. toujours de l'argent dans la caisse. Ok. Ce sera jamais un problème. Voilà, non mais c'était une question un peu sympathique, un peu marrante, mais oui, le prix d'un joueur, c'est l'offre et la demande, c'est aussi ce que l'agent est capable de ramener comme offre. T'as Georges Mendes comme agent, bah désolé, t'as plus d'offres que quand t'as ta rente en plan qui a ses entrées nulle part. C'est aussi ça, hein. C'est pour ça que les gros agents sont des gros agents. C'est un milieu de requins, mais il faut avoir les bons contacts, faut convaincre, tout ça quoi. C'est pas un beau milieu, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Il y a de sacrés loustiques, mais il y a des fois, certains sont aussi meilleurs que d'autres et c'est comme tout, quoi, tout simplement. Alors, autre question, est-ce que vous avez peur d'une saison 2020-2021 bis avec cette mini préparation, même si on a eu plus que la semaine entre la finale Ligue des Champions et la reprise du championnat en 2020? Ah bah tiens, tu veux répondre, Daryl, ou je réponds? Oh, bah, je peux y aller, ouais. Allez, Moi, vas-y alors. personnellement, je pense qu'on aura un début de saison assez compliqué. Mais à mon avis, la préparation va inclure le début de la compétition. Parce on n'a pas le choix. Autant en 2020-2021, c'était très différent parce il y avait le Final Eight. Alors, il y a eu une préparation courte, mais il y a eu aussi le fait qu'on s'est préparé en fait, pour gagner 3 trophées en 2 semaines. Donc, on s'est préparé pour un temps court, ce qui est complètement différent de se préparer pour une saison de 10 mois.
Mm. Et là, on avait la nécessité d'être performant très rapidement, ce qui n'est pas le cas dans la saison qu'on va vivre maintenant. Donc, je pense que le début va peut-être être un peu lent. On va pas du tout voir tout de suite, à mon avis, ou alors peut-être juste sur un ou deux matchs ou de courtes périodes, un PSG vraiment très bien huilé et puis surtout en jambes. Mm. Mais donc voilà, j'imagine un mois d'août et un mois de septembre aussi éventuellement un peu compliqué. Mais je vois pas une saison galère. Mm. J'ai vraiment toute confiance en ce staff, staff technique, staff performance justement Ouais. pour bien gérer. Quand on voit justement comment la saison qui vient de se terminer s'est déroulée, je pense qu'on peut donner beaucoup de crédit à la gestion. Alors là où on peut se poser des questions, c'est par rapport aux blessures, parce que les joueurs ont été sursollicités. Mais connaissant Luis Enrique, il y aura, à mon avis, une rotation qui serait peut-être même plus grande, ou en tout cas équivalente en fait à ce qu'on a fait en deuxième partie de saison, justement en Ligue 1, où vraiment tout était en fait calibré autour des matchs de Ligue des Champions, et dès qu'un joueur avait besoin de repos, il n'y avait pas le moindre risque qui a été pris, et donc je vois le club rester sur cette même ligne, en prenant particulièrement prenant un très grand soin à bien calibrer les minutes, notamment au début de saison, pour que chacun puisse atteindre ces 100% au moment idoine. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout peur pour le début de saison. Parce que, ou la fatigue, tout ça, parce que c'est une équipe très jeune dans l'ensemble. Mais je pense qu'on aura peut-être du mal à finir les demi-saisons, que ça soit décembre Ah oui, ou ensuite mai, avril, mai. Je pense qu'on aura du mal à finir les saisons. Ça peut peut-être nous coûter, évidemment, une deuxième Ligue des Champions d'affilée ou ce genre de choses. Parce que là, on a vraiment fini très tard et je pense que je suis pas inquiet vraiment pour la reprise de la saison courte et tout finalement. Alors oui, évidemment, mais on a joué jusqu'au bout, il y a quand même un surplus de confiance, il y a une aventure humaine assez forte, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même sur les derniers mois et je pense que ça fait beaucoup de bien. Mais plus dans la durée, ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais la fatigue mentale, ouais, mais globalement, la Coupe du Monde des clubs, on l'a joué en mode colonie de vacances, hein, faut quand même en être conscient. ouais, c'est On ça. s'entraînait Oui, plus, c'est pour ça. voilà quoi. Et c'est des joueurs jeunes. Oui, Moi, je je le pense que ça n'a pas pris d'influence. Ouais, tu vois, autant un joueur comme Marquinhos qui a 31 ou Ruiz qui a 29, même Ousmane qui a 28, ça commence à peser un peu. Autant les Neves, les Mendes, les Pacho, Vitinha, Barcola, Doué, tout ça, voilà. Et la zéro préparation physique, c'est pas vrai. Ils ont déjà commencé, ils ont des programmes de travail très importants et le mythe de la préparation physique d'il y a 20 ans où les mecs se allaient jusqu'au bout d'eux-mêmes au point de vomir après les séances, c'est fini un peu tout ça. Aujourd'hui, on est dans des préparations physiques où tout est intégré, où ils touchent le ballon très vite. Le football a beaucoup changé, hein. On n'est plus avec John Petrone, là, comment il s'appelait, Ventrone, là, le taré de la Juve. Euh, c'est fini cette époque, quoi. La prépa façon Vaïd, tout ça. Non, mais je suis plus dans la durée où j'ai un peu peur d'eux pour finir les demi-saisons, quoi. Mais je suis pas trop inquiet par ça. Ouais, Merci. il faudrait pas, c'est sûr, un début de saison, notamment en Ligue des Champions, aussi mou que celui qu'on a eu l'an Ouais, dernier, parce que effectivement, s'il faut mettre un coup de collier sur la fin, ça peut être compliqué. Mais bon, là, ouais, il c'est sûr. faudra attendre de voir le tirage déjà pour pouvoir se prononcer. Ouais. David Bolly, jeune du centre de formation en remplacement de Hakimi. Alors, dans un an ou 2 ans peut-être, aujourd'hui on parle d'un joueur qui a Bolly, c'est un 2009 si je me trompe pas, de janvier 2009, donc il a, je vous laisse faire les calculs, 16 ans à peine. Franchement, c'est un peu. On va voir déjà s'il s'entraîne avec les pros, mais aujourd'hui il est avec l'équipe Espoir, il a 17 ans en janvier là qui arrive. Enfin, c'est un peu jeune quand même, hein, donc attention, c'est un joueur qui a un très gros potentiel, mais il a eu une deuxième partie de saison un peu compliquée. Donc on va lui laisser digérer un peu tout ça. Ça paraît un peu prématuré aujourd'hui de demander à un gamin de 17 ans ou 16 ans, je sais même plus l'âge qu'il a, de remplacer le meilleur latéral de la planète quand même.
Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on lui demande. On parle pas de Trent Alexander-Arnold ou même d'un mec comme Lucas Vazquez qui a 10 ans de football derrière lui. On parle d'un gamin qui a jamais joué en professionnel. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut raison garder. S'il arrive déjà à intégrer l'effectif, ce sera pas mal. Que Noam Camara, par exemple, joue un peu plus, qui est dans le groupe pro depuis un certain temps, qui a joué en U19 toute la saison, tout ça. Là, peut-être on peut en parler. David Bolly, que j'aime vraiment beaucoup, hein. J'ai adoré en Youth League. Globalement, en Youth League, on était nuls, mais comme on avait Bolly et comment il s'appelle et Mbaye côté droit, à eux deux, ils nous gagnaient des matchs. Voilà. Et Sangaré devant qui a mis des buts. Bon, le reste, on était un peu plus limité. Donc, laissez-lui du temps à ce jeune. Quelles sont les prochaines prolongations de contrat en vue? Bah, l'évidence, c'est Barcola, mais les prolongations, c'est pas négocié pendant les périodes de mercato, ils ont autre chose à faire, les directeurs sportifs et les entraîneurs. C'est super long de négocier une prolongation, c'est genre 10 ou 15 rendez-vous, donc tu fais sûrement pas ça pendant l'été où ça doit aller vite. Les prolongations, je dirais, Donnarumma, mais bon, ça part mal. Barcola, forcément, je pense que Fabien Ruiz, il y a un moment, on va devoir en parler, parce que personne n'en parle. Enfin, je parle dans les médias et les sources un peu sérieuses. En Espagne, personne n'en a parlé. En France, personne n'en a parlé. Donc c'est assez bizarre d'ailleurs que personne n'en ait jamais parlé. Donc voilà. Dembélé est peut-être Doué aussi. Si Doué et Dembélé continuent à ce rythme-là, on va forcément parler revalorisation salariale. Je crois que l'équipe en avait parlé il y a quelques semaines. Quoi. Oui. Question, ouais, Fabian, il avait signé 4 ans initialement, en plus, hein, si je dis pas de bêtises. 5 ans, comme les autres. Ah, 5 ans? Ok, d'accord. Ouais, Bon, bah sinon il serait en fin de j'ai eu peur. contrat en juin prochain, on en parlerait. L'an prochain, oui, c'est ça. Mm. Ok. Bon, bah, tant mieux. Il y a un rusiste comme moi qui me dit Ruiz, oui, important. Et tout à fait, mon cher Miguel, tout à fait. Fabian doit prolonger chez nous. Non, mais je sais pas. Fabian, il est un peu plus vieux que les autres aussi. Donc, à voir. Dans les questions que j'avais vues, est-ce que vous pensez que c'est sérieux quand le PSG dit ne pas vouloir prendre le Grac Rodrigo Mora pour ne pas freiner l'ascension d'un Mayulu qui ne joue pas au même poste et qui n'a pas du tout les mêmes prédispositions? Ça, c'est une question qui vous passionne. Est-ce que tu penses que c'est sérieux? Est-ce que tu penses que c'est une vraie réponse? Qu'est-ce que tu en penses justement sur la façon de justifier du PSG de dire ah non, on n'a pas besoin de Bah, Mora, on a Mayulu. bah, compte tenu du fait que les deux ne jouent pas au même poste et n'ont pas tout à fait le même profil, je pense pas que ce soit une réponse très sérieuse. Là, on voit que Maïlou commence à s'affirmer un peu plus comme voilà, relayeur gauche, et il a même été testé en fin de saison poste de latéral droit, donc la place qui va lui revenir dans la rotation qu'il a déjà d'ailleurs, voilà, c'est celle d'un milieu de terrain, là où Rodrigo Mora est plus offensif. Donc, mis à part le fait qu'on parle de deux jeunes joueurs, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Bah, moi je trouve que la réponse elle dit quand même des choses. Déjà, elle permet de dire au PSG on croit énormément dans nos jeunes. Et c'est toujours bien Oui, pour le jeune de l'entendre, même si certains l'ont un peu trop entendu et se sont reposés sur leur laurier. Enfin, je parle d'un passé d'il y a quelques années. Mais je comprends aussi un peu la phrase du PSG dans le sens on n'a pas 1000 places devant. On n'a pas forcément la place pour Rodrigo Mora parce que justement on veut laisser de la place à des jeunes de grandir. Et il a cité Mayulu, et effectivement le PSG croit beaucoup en Mayulu, mais par exemple le PSG a quand même donné à Ibrahim Mbaye le plus gros contrat à l'histoire du centre de formation. C'est pas pour faire signer des dizaines de mecs à son poste. Et, voilà. et un autre Mais moi, je point, pense plus à Mambaye oh, qu'à Mayulu, c'est ça. Là, pour le coup, ça freinerait complètement, enfin, ça mettrait même peut-être un terme à la carrière parisienne de Mbaye, alors que ouais. Mayulu, bon, Et il a déjà il y a, acquis un certain statut. et il y a un autre point, c'est que le PSG a aucun intérêt à entretenir comment dirais-je, les rumeurs autour de Mora, tout simplement. Le PSG a aucun intérêt à faire mousser Rodrigo Mora et de faire ainsi grimper son prix. Donc non, ils ont raison de dire on n'en veut pas, tout ça. Il y a aujourd'hui, là, je disais un démenti du directeur sportif de Monaco à la presse brésilienne sur le fameux Ryan. Il a dit non, non, c'est complètement faux. Alors je sais que c'est vrai que Monaco suit Ryan. Personne de totale confiance me l'a confirmé. Bah, évidemment, Monaco va pas dire ouais, ouais, on le suit, ouais. Ouais, bien sûr qu'on le suit, ouais. Vasco, ils attendent que ça, qu'un gros club dise bah ouais, on le suit. Parce que ça fait monter la cote du joueur. Donc, je pense pas que Rodrigo Mora signera au PSG cet été, par exemple. Peut-être l'été prochain, mais pas cet été.
Mais le PSG a aucun intérêt à faire gonfler la valeur d'un mec d'en face alors qu'il a un très bon jeune chez lui. Donc non. Voilà, on verra où jouera Rodrigo Mora aussi, parce que c'est pas un joueur si facile que ça à caler dans un 11 de départ comme le nôtre. Mais bon, il a une clause, on peut pas faire augmenter une clause. Au Portugal, tout se négocie. Partez de ce principe. Oui, parce qu'il est hors de question de payer la clause à l'heure actuelle. Voilà. Joao aussi, il avait une clause. On l'a pas payé la clause. Donc voilà. Tout a une clause au Portugal, mais tout se négocie. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a une clause que le PSG va forcément la payer. Loin de là même. Autre question qu'on avait. Donc voilà pour répondre à ta question sur Mayulu et Mora, mon cher auditeur. Ça on a fait, ça on a fait. Tiens, vous pensez quoi de la progression de Warren à venir? Pour un peu parler autre chose que Mercato. Daryl, puis je pense que ça sera une des dernières questions parce que je vous avouerai que je crève de soif et que ça fait quand même 1h45 qu'on est à 2. La progression de l'ami Wawa, qu'est-ce qu'on en pense? Tiens, très belle photo, j'avais Bah jamais. là, bah là, ça va être une saison très importante pour lui, puisque il y a 2 saisons, donc lors de la première saison de Luis Enrique, il était titulaire indiscutable. Là, il a clairement perdu sa place. Et le trio en fin de saison, le trio de milieu titulaire ne faisait plus aucun doute. Donc il a été un remplaçant un peu attitré. Donc là, maintenant, en cette troisième année, il va falloir qu'il s'impose de nouveau comme un véritable concurrent et pas juste comme un remplaçant. Et je pense qu'il en a tout à fait les capacités. C'est un joueur dont il faut pas oublier le jeune âge. En fait, c'est un peu la difficulté avec les joueurs un peu précoces comme ça, c'est que ils explosent et font des choses en fait extraordinaires tellement tôt que quand ils atteignent un peu un petit palier avant de reprendre le fil de leur progression, bah, il y a une forme un peu de déception et on se demande si on n'a pas été un peu dupé par la marchandise. Personnellement, je ne pense pas du tout que ce soit le cas de Warren, qui reste encore très jeune et qui a une belle marge de progression et la confiance du club et du staff. Et il a eu la malchance un peu de se blesser au mauvais moment. Si son corps le laisse en paix, je pense qu'il réussira à reprendre un vrai rôle important dans la saison prochaine. Et déjà, les quelques apparitions qu'il a faites lors de la Coupe du Monde des clubs Mm. m'ont pas mal plu. Je pense que c'était déjà de très bons signes quant à la volonté du joueur de repartir de l'avant et j'ai trouvé qu'il avait été très en jambes et on a revu un peu ce joueur capable d'être vraiment dominant, de faire des percées, de malmener un peu physiquement les adversaires. Donc je pense qu'il faut qu'il reprenne un petit peu confiance, mais voilà, pour moi il y a pas Y a pas péril en la il y a demeure. aucun alarmisme, ouais, il y a aucun alarmisme à avoir, en tout cas pas maintenant. Pas La encore. progression d'un joueur, c'est vraiment la lumière. Oui, bah oui, pas encore. Mm. Là, aussi, évidemment, si la saison prochaine se déroule de la même manière que celle-là, là, le discours ne serait plus le même. On Mais n'en en est pas là, attendant, quoi. pour un joueur de 20 ans, on est très très loin d'être là. 19 ans. Joueur de 19 ans. Ah oui, oui, Ah oui, il n'a dans même un, pas encore 20 ans. Oui, voilà, dans un an, oui, il aura 20 ans, effectivement. c'est ça. Est-ce que son salaire ne sera pas un problème pour le PSG dans de futures négociations de contrat pour d'autres joueurs? Oui et non, mais tout le monde n'est pas Warren Zaïre-Emery. Et international à 18 ans, même à 17 ans, buteur en équipe de France à 17 ans. Donc, homme du match de Ligue des Champions à 17 ans contre le C'est Milan ça, il y a quand AC. même quelques références dans son CV, hein, déjà actuel, hein, malgré sa saison en demi-teinte. Ouais, Bon, voilà. Mm. Non, non, mais il faut pas oublier qui il est quand même. Hein. On parle pas du premier pas parvenu. Hein. Donc non, non, pareil, pas inquiet. Et j'avoue que j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique l'avait pas plus fait jouer sur la fin de saison à la Coupe du Monde des clubs parce que je trouvais qu'il était vraiment ah très oui, très bon. Quoi. Et sur les entrées, oui, il oui. avait quelque chose. Quoi. Donc mais bon, c'est comme ça. Les minutes au PSG, ça se mérite et on verra la suite.
On a un peu fini, donc je voudrais remercier 45 Shark X pour le sub et Iki 972 qui a offert 5 abonnements à des gens. Qui ferait un bon directeur de centre pour le PSG? Ça, c'est une très bonne question. J'avoue que les noms comme ça, globalement, vous allez chercher. Là, le mec qu'on a nommé à la tête, le directeur technique qu'on a nommé, j'aime beaucoup le Mathieu Le Scornet. Oui, Laurent Huard. Laurent Huard était un très bon entraîneur à Paris. Omar, je sais pas si ça intéresserait. Oh, Mathieu Bonnemer, il viendra pas entraîner, diriger un centre de formation alors qu'il a été directeur sportif d'une équipe de Ligue 1. Il est déjà passé au-dessus normalement. Mais c'est une très bonne question. En tout cas, je pense que le PSG va peut-être besoin effectivement de remettre un peu d'ordre avec une personne qui connaît bien le domaine et tout. Zlatan, bah, vu ce qu'il fait avec le Milan AC, je suis pas sûr qu'il ferait des miracles à la formation où il faut être présent tous les jours. Mais ça, c'est un autre problème. Non, globalement, c'est une bonne question, la question de la formation, mais vous prenez les meilleurs CV de Nice, Rennes, même Lyon pendant longtemps. Vous avez déjà des. Inquiet pour la Super Coupe? Non. Le Scornet, très bien, oui. Non, je sais pas, Daryl, inquiet pour la Super Coupe? Personnellement, pas vraiment. Je sais pas toi. Non, 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 non. Moi, je pense que Mais il y ça a va pas être pas, il y a facile, hein, pas mais particulièrement inquiet. ouais, voilà. Pardon? Ça va pas être facile, hein, faut quand même en être conscient, mais bon. Ouais. Ah oui, 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 ça va pas être simple. C'est- Mais l'équipe en face, elle doit régler ses propres problèmes aussi, quoi. C'est-à-dire que, Oui, bon, déjà, ils ont eu des blessures, il y a des échecs au mercato, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui doit installer sa patte. Ils perdent leur capitaine qui était au club depuis 10 ans. mm, Bon, bref, voilà, tout n'est pas rose à Tottenham. Alors évidemment, au niveau physique, forcément, il y aura un différentiel, mais c'est une équipe qui n'est pas encore prête et qui n'a pas encore, qui est loin d'avoir les ouais. automatismes Par contre, que nous on a. équipe qui, j'espère faire venir dans le podcast de lundi prochain une personne qui est fan des Spurs et du PSG et qui a une histoire particulière avec ce podcast, mais si je vous raconterai s'il arrive à venir la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, ils pressent beaucoup plus fort qu'avant. Ils jouent 4-2-3-1. Ils ont commencé à faire pas mal de recrues, tout ça. On va pas perdre un trophée contre Tottenham quand même. Bah, c'est ce que se disaient les mecs de Manchester United jusqu'au Ah, moment oui. où ils ont paumé à la fin. Donc Oui, mais bon, voilà, il y a Manchester United, ça ouais, fait un petit moment maintenant qu'ils sont passés dans une ère clownesque. ouais. Ils ont perdu leur milieu offensif central. Oui, le malheureux James Madison ne sera. Je crois que ça a été Ouais, officialisé aujourd'hui qu'il sera pas là contre le PSG. Mais dans tous les cas, il revenait d'une longue blessure, donc il risquait pas de débuter. En revanche, que Gibbs White ne signe pas, c'est quand même un vrai coup dur pour eux parce que c'était un joueur pour lequel le 4-2-3-1 était vraiment tout décimé. Donc voilà. Euh, exactement. Ça ouvre quand le stade à Poissy? Bah, ça va pas bouger. Est-ce que des news pour le nouveau stade? Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous pensez franchement que ça bouge beaucoup? La France au mois d'août pour un stade avec des autorisations et tout ça? Je ne crois pas, les amis. On est ambiance. Ah, t'es revenu de vacances, toi? Ah bah moi j'y vais bientôt. Donc voilà, non, non, ça a pas du tout bougé. Le PSG aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, faut pas l'oublier. On a fini la saison très très tard. Les gens aussi ont le droit de prendre des vacances, même au Paris Saint-Germain. Même sur Culture PSG, des fois on prend des vacances. Et je vous avoue que j'attends les miennes. Voilà. On nous dit il n'y avait pas un délire avec le nouveau statut de Campos qui aurait dû augurer de moult mouvements mercatesques, notamment avec Braga. Bah déjà, on a eu le petit Serbe là, qui a signé à Leipzig, qu'il y avait visiblement que le PSG voulait d'abord envoyer à Braga. On a envoyé Moscardo à Braga, donc ça fait déjà deux. On a envoyé l'année d'avant Garbi à Braga, donc ça fait trois. Donc non, on va attendre un peu, ça va se mettre en place dans la durée. On ne sait pas exactement l'enjeu derrière. Et Braga n'est pas à 100% sous pavillon QSI aussi de mémoire. Ah non, non, Euh, non. bon, voilà, à voir. On a à peu près fait le tour, même on a totalement fait le tour de l'actualité du PSG. On espère que ça vous a plu. Je m'excuse, on n'était que deux, mais on n'a quand même pas été trop mauvais, je pense. On me dit que Kyono GF, c'est quoi ça lance un raid, mais si tu veux, frère, je sais pas ce que tu fais. Euh, c'est très gentil à toi. Mais en tout cas, nous, on a fini pour ce soir. Ah, je vous garantis pas qu'on fera un podcast lundi prochain. Pas de podcast pendant mes vacances.
Je commence mes vacances le soir de la enfin le jour de la Super Coupe d'Europe. Donc j'ai eu 900 bandes de voitures et le PSG Tottenham qui m'attend ensuite. Normalement, on fera un podcast de débrief sur PSG Tottenham. Je suis pas sûr de faire un podcast. Normalement, lundi prochain, le 11, enfin, ouais, c'est ça, le 11, ça devrait être bon. Les podcasts qui sont gros doutes, c'est le 18 et surtout le 25. Voilà. Je pars où en vacances? Je pars malheureusement dans le sud de la France. Un endroit, et quand je dis sud, c'est vraiment au sud de la Loire. Ceux qui étaient présents la semaine dernière savent où je pars. Ah, tu as été pas assez attentif, mon cher ami, donc tu ne sauras pas. Non, je pars à Mandelieu. Et voilà. C'est pour le truc familial, tout ça. Merci à GeoGeo3000 pour le sub à l'instant. Je le redis pour ceux qui sont arrivés en retard. Un immense merci pour tous ceux qui sont venus à la séance de dédicace parce que vous avez été adorables. Et ça m'a beaucoup touché. Donc voilà. Sur ce, bonne nuit à tous. À très vite. Et merci pour tout simplement. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde, bonne nuit. Et bah, j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier les quelques personnes que j'ai pu rencontrer moi aussi la semaine dernière et qui m'ont transmis de gentils mots par rapport au podcast. Ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, j'en profite aussi et bonne nuit et bisous. Allez, merci pour tout, bisous. Et donc pour celui qui nous écoute depuis Hong Kong, je mets le podcast en ligne très vite pour que tu aies la version complète puisque pendant le début du podcast, tu dors. Allez, à très vite. Ouais, j'ai eu ce genre de commentaires pendant qu'on a rencontré les gens. À bientôt, bisous tout le monde. Et vive l'open source. J'ai signé des vive l'open source.